Le vent qui descend du Doubs ce soir-là ne pardonne à personne. Il s'infiltre entre les pavés humides du quai, remonte le long des façades anciennes de la boucle et vient mourir contre la porte cochère de l'hôtel de la Cité où les lumières dorées d'un mariage se déversent sur le trottoir, comme une richesse qu'on n'a pas le droit de regarder de trop près. Antoine Lefèvre est assis là contre le mur de pierre à quelques mètres de l'entrée. Son fauteuil roulant usé jusqu'à la trame du tissu grince légèrement chaque fois qu'il tente de se rapprocher de la chaleur qui s'échappe des portes entr'ouvertes. Il porte une veste trop fine pour la saison rapiécée au coude et ses mains, des mains d'horloger fines et abîmées, tremblent un peu dans le froid. Il n'est pas venu pour le mariage. Il n'a même pas de nom sur la liste des invités et il le sait. Il est simplement venu s'asseoir là parce que depuis 6 ans les nuits sont plus supportables quand il y a de la lumière quelque part, même une lumière qui n'est pas pour lui. Toi. Oui, toi dans ton fauteuil pourri, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous aimerions beaucoup savoir d'où vous regardez cette vidéo. Quelle heure est-il actuellement là où vous êtes et de quel pays nous rejoignez-vous? Est-ce les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, ou un autre endroit dans le monde? N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cela avec nous. Ce serait vraiment merveilleux que des personnes du monde entier puissent se connecter les unes aux autres, partager leurs histoires et leurs émotions et diffuser la gentillesse et l'amour à travers chaque vidéo. Merci de faire partie de notre communauté. Nous espérons que vous passerez un moment enrichissant, paisible et chaleureux en regardant cette vidéo. La voix claque avant même qu'Antoine ne lève les yeux. Un vigile en costume noir, cravate impeccable, oreillette discrète s'avance vers lui avec le dégoût manifeste d'un homme qui découvre une tache sur un tapis neuf. On ne veut pas de mendiants devant l'hôtel ce soir. Il y a des invités qui payent une fortune pour cette soirée, tu comprends, des gens importants. Pas besoin qu'ils voient ça. Il désigne Antoine d'un geste vague comme s'il montrait un tas de déchets. Allez, dégage. Va crever ailleurs. Les mots frappent Antoine bien plus fort que le vent. Non pas parce qu'ils sont nouveaux, il en a entendu des centaines de ces phrases au fil des années où il dormait sous les porches de la rue des Granges, où il fouillait les poubelles derrière les boulangeries du centre-ville pour trouver un croissant rassis avant l'ouverture. Mais parce qu'il réveille chaque fois la même blessure, celle d'un enfant de 15 ans qui avait déjà appris bien avant l'âge adulte que la pauvreté n'est pas seulement la faim. C'est aussi le regard des autres. Antoine baisse la tête. Il ne répond pas. Il a appris depuis longtemps que répondre ne fait qu'attiser la cruauté de ceux qui se sentent forts uniquement parce qu'ils s'adressent à quelqu'un de plus faible. Il recule son fauteuil lentement vers l'ombre d'un porche voisin. De là, à travers les hautes fenêtres de la salle de réception, il peut encore voir les lustres, les nappes blanches, les silhouettes qui dansent, et il se souvient malgré lui d'un hiver où il n'avait pas mangé depuis 3 jours, où le froid s'infiltrait à travers les cartons qui lui servaient de couverture sous le pont battant, et où il regardait de loin les fenêtres éclairées des appartements bourgeois en se demandant si un jour, ne serait-ce qu'une fois, il connaîtrait la chaleur d'une maison qui ne le rejetterait pas. Personne à cette époque n'aurait pu deviner que ce garçon efflanqué aux joues creuses, aux mains gercées par le froid, deviendrait un jour l'homme le plus puissant et le plus invisible de toute l'industrie horlogère française. Personne aujourd'hui encore ne le devine. C'est alors qu'un bruit différent traverse la façade de l'hôtel. Pas de la musique, des éclats de voix. À l'intérieur, la soirée bascule. Antoine se redresse légèrement sur son fauteuil, l'oreille tendue. À travers la porte entrebâillée, il aperçoit une agitation soudaine près de la table d'honneur des invités qui se lève, une femme en robe de mariée qui recule, une main plaquée sur la bouche. « Où est mon futur mari, maman, où est Julien ?» La voix est jeune, tremblante, encore incrédule. « Il s'habille, ma chérie, répond une femme plus âgée, visiblement mal à l'aise. Faites sortir ces gens avant qu'ils ne me couvrent de honte. » Te couvrir de honte aujourd'hui, de tous les jours, c'est encore de honte que tu as peur. Une autre voix plus dure, plus vive, coupe à travers la foule. Antoine ne voit pas encore le visage de celle qui parle, seulement une silhouette en robe blanche qui s'avance à grands pas vers une porte du fond, une clé à la main. La carte magnétique dans ma main l'ouvre. Suivez-moi. Un instant de silence. Puis un cri étouffé, presque comique dans son horreur. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Cela fait 11 mois que c'est exactement ce que je crois. Le vigile à côté d'Antoine se raidit, porte la main à son oreillette. Une voix grésille dans son écouteur. Il se détourne brusquement, oubliant instantanément le mendiant qu'il venait d'insulter, et se précipite vers l'intérieur. Par la porte grande ouverte à présent, Antoine peut tout voir. 2 policiers en uniforme s'avancent entre les tables sous le regard médusé des invités, figés, verre de champagne à la main.
Un homme en costume de mariée, le visage blême, recule contre un pilier. Monsieur Marchand, nous avons des questions à vous poser concernant plus de 10 à 7 millions d'euros de virements frauduleux. Papa, dis-leur qui je suis, tu nous as ruinés. Tu as ruiné cette famille en un après-midi. Une femme âgée vêtue d'une robe de cérémonie somptueuse s'effondre presque sur sa chaise, le visage défait. Un homme, sans doute son mari, se tourne alors vers la jeune femme en robe blanche, celle dont Antoine ne voit encore que le dos, avec une haine froide calculée, comme s'il attendait ce moment, depuis des années, pour la laisser exploser. Cette fille est revenue de la campagne il y a 3 ans et nous l'avons recueillie. Depuis ce jour, un malheur n'a pas fini de nous frapper qu'un autre commence déjà. Papa, ne m'appelle plus jamais comme ça. Devant vous tous, je le dis, cette fille n'est plus votre fille. Je vous renie totalement, complètement. Un murmure d'horreur parcourt la salle. Le personnel s'approche, saisit un sac à main, un téléphone. Tout ce qu'elle porte a été payé avec l'argent de cette famille. Prenez tout. Antoine dehors sent quelque chose se serrer dans sa poitrine, une douleur qu'il connaît trop bien, une douleur ancienne, familière, celle de voir un être humain traité comme un objet dont on se débarrasse. Il a vécu cela, il sait exactement ce que cela fait d'être regardé comme une onde vivante. La foule se disperse peu à peu vers les issues sous les flashs discrets de quelques téléphones. Et puis dans le tumulte, une silhouette est poussée dehors, presque jetée sur le perron de pierre sous les premières gouttes d'une pluie fine qui commence à tomber sur Besançon. C'est elle. La mariée. Antoine la voit pour la première fois, s'effondrer à quelques mètres de lui sur les marches froides, sa robe blanche déjà trempée, ses mains vides, son visage strié de larmes et de mascara. Une femme d'un certain âge, sans doute une invitée, se penche vers elle avec un sourire mauvais avant de remonter dans sa voiture. Laisse-moi te dire ton avenir gratuitement. Plus de famille, plus d'argent, plus de téléphone. Qui voudra encore de toi maintenant, une fille déshonorée dans une robe de mariée empruntée? Même un mendiant y réfléchirait à 2 fois. La portière claque. La voiture s'éloigne dans la nuit. Et sur ce perron, sous cette pluie qui ne fait que commencer, il ne reste plus qu'une jeune femme brisée, et un homme dans un fauteuil roulant dans l'ombre d'un Porsche qui la regarde sans un mot, le cœur soudain traversé par quelque chose qu'il ne saurait encore nommer. Il ne sait pas encore qui elle est. Il ne sait pas encore que cette femme à genoux sur les pavés mouillés de Besançon porte en elle le nom d'un homme qu'il n'a jamais oublié, un horloger humble et bon, disparu depuis longtemps, qui fut autrefois la seule personne à croire en un garçon affamé, sans toit, sans avenir. Il ne sait pas encore que cette nuit la plus humiliante de la vie d'Élise Girard sera aussi celle où sa propre vie, gelée depuis si longues années dans le silence et la douleur, va recommencer à battre. Mais pour l'instant, il n'y a que la pluie, le froid et 2 êtres brisés chacun de son côté du perron, ignorant encore que le destin venait ce soir-là de refermer sa main sur eux. La pluie s'intensifie sur le quai Vauban, martelant les pavés d'un bruit sourd et régulier comme un métronome cruel qui rythme l'humiliation. Élise Girard n'a pas bougé. Toujours à genoux sur les marches de pierre froide, elle serre contre sa poitrine les pans, trempés de sa robe de mariée, comme si ce tissu blanc désormais souillé de boue et de larmes était la dernière chose au monde qui lui appartenait. Encore. Elle ne pleure plus. Elle est au-delà des larmes, dans cet état second où le corps continue de trembler alors que l'esprit lui s'est déjà retiré quelque part loin, très loin, pour ne plus avoir à sentir. À l'intérieur de l'hôtel, la agitation ne s'est pas calmée. Par la porte restée entr'ouverte, Antoine peut encore entendre des éclats de voix, des bribes de phrases qui se déchirent les unes après les autres. Vous avez fini de nous ruiner, Julien Marchand gronde une voix d'homme épaisse de rage contenue. Philippe, je peux tout expliquer. M'expliquer quoi? Que vous avez détourné 10 à 7 millions d'euros par le compte de Manon pendant 11 mois, que toute cette famille a été trompée sous son propre toit. Antoine reconnaît dans cette voix l'écho de tant d'autres voix d'hommes riches qu'il a croisés au fil de sa vie, des voix qui ne s'indignent jamais du mal qu'on fait à un être humain, seulement de l'argent qu'on leur a pris. Un peu plus loin sur le perron, 2 silhouettes s'émergent enfin de la salle. Un homme d'âge mûr en costume sombre, le visage rouge de colère, tient par le bras une femme plus jeune vêtue d'une robe de soirée émeraude, le maquillage à peine défait. Manon. Elle ne pleure pas, elle non plus. Elle regarde Élise toujours agenouillée dans la pluie avec un mépris si pur qu'il en devient presque fascinant, comme la découverte d'une créature dépourvue de toute compassion. Papa, murmure Manon, ce n'est vraiment pas grave. Ce n'était qu'un petit malentendu entre Julien et moi. Rien qui ne mérite tout ce scandale. Un malentendu, répète l'homme, la voix tremblante, non de colère envers sa fille adoptive, mais d'une colère qu'il s'apprête une fois de plus à retourner contre la mauvaise personne. Il se tourne alors vers Élise. Toi, lève-toi. Élise relève lentement les yeux.
Dans son regard, Antoine croit reconnaître quelque chose qu'il connaît intimement, la stupeur muette de celui qui vient de comprendre en un instant que la trahison qu'il vient de subir n'est que la première d'une longue série de coups qui s'apprêtent à tomber. Depuis que tu es revenu de cette campagne, dit Philippe Girard, sa voix portant loin dans le silence retombé sur la place, chaque malheur qui frappe cette famille porte ton ombre. Les contrats perdus, les problèmes de santé de ta mère. Et maintenant ceci devant nos 200 invités. Papa, je n'ai rien fait, murmure Élise, la voix brisée. C'est Julien qui ne m'appelle plus jamais ce papa. Le cri résonne contre les façades du quai si viol que même les rares passants sous leur parapluie se figent un instant. Devant tout Besançon, je le dis, tu n'es plus ma fille. Je te renie entièrement, définitivement. Un silence de plomb s'abat. Puis, comme si ce reniement public ne suffisait pas encore à assouvir sa fureur, Philippe Girard fait un signe au personnel de l'hôtel qui vient de sortir avec le sac et le téléphone d'Élise. Tout ce qu'elle a sur elle a été payé avec l'argent de cette famille. Reprenez-le, tout. 2 employés en livrée s'approchent d'Élise, presque gênés par la tâche qu'on leur impose, et lui retirent doucement le petit sac accroché à son poignet, son téléphone glissé dans un pli de la robe. Elle ne résiste pas. Elle n'a plus la force de résister à quoi que ce soit. À quelques mètres de là, dans l'ombre de son Porsche, Antoine sent ses mains se crisper sur les accoudoirs de son fauteuil. Une chaleur amère lui monte à la gorge, non pas de la pitié, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Il connaît cette sensation d'être dépouillé de tout devant les autres, cette sensation où la dignité elle-même semble avoir un prix qu'on vous confisque en même temps que vos affaires. Il se souvient presque malgré lui d'un après-midi glacial de son adolescence où un employé municipal l'avait chassé à coups de pied d'un renfoncement sous le pont battant, où il avait dormi 3 nuits de suite, jetant, dans la rivière, la couverture trouée qui lui restait sous prétexte de salubrité publique. Il se souvient d'avoir regardé cette couverture s'éloigner sur le courant du Doubs, emportant avec elle le peu de chaleur qu'il possédait encore, et de s'être senti ce jour-là, plus vite qu'un homme peut l'être. Il détourne le regard comme si observer davantage la scène risquait de rouvrir une blessure qu'il croyait avoir refermée depuis longtemps. Sur le perron, Élise s'est relevée, les jambes flageolantes. Sa mère Sylvie Girard s'avance timidement, une main tendue vers elle avant que son mari ne la retienne fermement par le bras. « Ne t'approche pas d'elle, dit-il, la voix redevenue glaciale. Nous avons une réputation à préserver. Philippe, c'est notre fille. Ce n'est plus notre fille. Je viens de le dire devant tout le monde. » Sylvie Girard baisse les yeux, et dans ce geste, dans ce silence complice, Antoine devine une lâcheté plus douloureuse encore que la cruauté ouverte de Philippe, celle d'une mère qui choisit une fois de plus la paix de son foyer contre la vérité qu'elle sait pourtant. Manon, elle s'approche d'Élise avec un sourire qui n'appartient qu'aux êtres capables de savourer la chute d'autrui. « Tu sais, Élise, murmure-t-elle assez fort pour que quelques invités encore présents puissent entendre, j'ai toujours su que tu finirais ainsi. Une fille de la campagne ne devient jamais vraiment une fille de la ville. Le vernis craque toujours tôt ou tard. Manon souffle, Élise, tu as pris mon fiancé. Tu as volé mon argent pendant 11 mois. Et c'est encore toi qui parles de vernis. Je n'ai rien pris qui n'était pas déjà en train de me revenir, répond Manon, avec une froideur presque théâtrale. Toi, tu n'as jamais été qu'un accident de parcours dans cette famille. Un secret qu'on aurait mieux fait de laisser à la campagne. Ces derniers mots frappent Élise plus durement que tout le reste. Elle vacille, porte la main à sa bouche et pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, un sanglot véritable, profond, incontrôlable s'échappe de sa poitrine. C'est à cet instant précis qu'Antoine, sans même s'en rendre compte, avance légèrement son fauteuil hors de l'ombre du Porsche. Quelque chose en lui, une force plus ancienne que la raison, plus tenace que la prudence, qui l'a toujours protégé des regards, le pousse vers la lumière. Vers cette femme qu'il ne connaît pas encore mais dont la douleur résonne en lui comme un écho familier. Il s'arrête pourtant à mi-chemin. Ce n'est pas sa place. Il n'est qu'un inconnu dans un fauteuil roulant, un homme que le monde entier ce soir encore a traité de mendiant. Que pourrait-il offrir à cette femme sinon le spectacle supplémentaire de sa propre déchéance? Les derniers invités quittent l'hôtel les uns après les autres, contournant Élise comme on contourne une flaque d'eau sale, certains murmurant entre d'autres, photographiant discrètement la scène avec leur téléphone. Philippe et Sylvie Girard remontent dans leur voiture avec Manon sans un regard en arrière. La portière claque. Le moteur démarre, et en quelques secondes la voiture disparaît au coin de la rue de la préfecture, engloutie par la nuit et la pluie. Il ne reste plus qu'Élise seule au milieu du quai désert, sa robe de mariée trempée collée à sa peau frissonnante de froid et de chagrin, sans argent, sans téléphone, sans famille. Elle s'assoit lentement sur la dernière marche de l'hôtel, indifférente à la pluie qui continue de tomber, et enfouit son visage dans ses mains.
Antoine de son côté de la rue reste immobile un long moment partagé entre l'instinct de s'approcher et la peur ancienne tenace de n'être comme toujours qu'une présence indésirable de plus dans la vie de quelqu'un. Mais quelque chose ce soir-là est différent. Quelque chose dans le tremblement des épaules de cet inconnu dans sa dignité brisée mais non éteinte réveille en lui, un souvenir qu'il croyait enterré depuis des années, celui d'un vieil horloger aujourd'hui disparu qui l'avait un jour recueilli dans le froid, sans lui demander qui il était ni d'où il venait ni pourquoi personne d'autre ne voulait de lui. Antoine ferme les yeux un instant. Puis lentement il fait avancer son fauteuil vers la lumière du réverbère, vers la femme brisée assise sous la pluie. Il ne sait pas encore ce qu'il va lui dire. Il sait seulement qu'il ne peut pas ce soir la laisser seule dans le froid, pas alors que lui-même connaît mieux que quiconque à Besançon le poids exact de cette solitude-là. La roue avant du fauteuil roulant heurte un pavé disjoint et le bruit métallique résonne dans le silence du quai comme un signal d'alarme. Élise relève la tête surprise, ses yeux rougis cherchant la source du son à travers le voile de pluie. Elle découvre alors cet homme qu'elle n'avait pas remarqué plus tôt, un inconnu dans un fauteuil roulant vêtu d'une veste trop fine, immobile à quelques mètres d'elle comme s'il hésitait encore à franchir la distance qui les sépare. « Monsieur, murmure-t-elle d'une voix éraillée par les larmes, vous êtes assis là depuis longtemps. » « Depuis ce matin, répond Antoine, la voix douce presque hésitante, comme s'il craignait que le simple fait de parler ne le fasse chasser à nouveau. « Vous avez tout vu. Ce n'est pas une question. » Élise détourne les yeux honteuse. « J'ai vu une femme se faire jeter dehors comme un sac de linge sale, répond Antoine après un silence. Et j'ai vu une famille entière la regarder tomber sans lever le petit doigt. » Élise laisse échapper un rire amer sans joie. « Ma famille, ma propre famille. Vous savez ce qu'ils m'ont dit devant 200 invités, que je porte le malheur. Que je ne suis qu'un accident qu'on aurait dû laisser à la campagne. Je sais ce que ça fait, dit Antoine, presque dans un souffle, d'être regardé comme un fardeau. J'ai passé une bonne partie de ma vie sous ce regard-là. » Quelque chose dans le ton de sa voix, dans la manière dont il ne détourne pas les yeux, malgré l'embarras évident du sujet, touche Élise plus profondément que n'importe quelle parole de réconfort qu'on aurait pu lui adresser. Cette nuit-là, elle s'assoit un peu plus près du bord du trottoir, à hauteur du fauteuil, indifférente à présent au froid qui traverse sa robe trempée. « Vous avez un nom, demande-t-elle. Antoine, Élise. » Il reste un moment silencieux, deux étrangers réunis par le hasard d'une nuit de pluie, chacun portant en lui une blessure que l'autre semble sans le savoir comprendre mieux que quiconque. C'est alors qu'Élise, le regard perdu vers la rue déserte, prononce les mots qui vont, sans qu'elle en ait conscience, bouleverser le cours de deux existences. « Vous savez, Antoine, ce que ma famille vient de me dire, tout Besançon va le savoir avant demain midi. Plus personne ne voudra de moi. Aucun homme respectable ne posera les yeux sur une femme déshonorée, sans famille, sans un centime. » Elle se tourne alors vers lui et dans son regard Antoine voit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis des années, non pas de la pitié pour lui-même mais une reconnaissance sincère, presque désespérée, d'égal à égal. « Mais vous m'avez regardé comme personne ne m'a jamais regardé dans cette salle. Pas avec dégoût, pas avec mépris. Juste, avec de la compréhension. » Elle inspire profondément comme pour rassembler le peu de courage qui lui reste. « Épousez-moi. » Le silence qui suit semble s'étirer sur toute la longueur du quai. « Je n'ai plus rien à perdre, continue-t-elle précipitamment, comme si elle craignait qu'un instant d'hésitation ne la fasse renoncer. Je n'ai plus de famille, plus d'argent, plus de honte à préserver. Et vous m'avez regardé comme un être humain ce soir quand tout le reste de cette ville me regardait comme un déchet. » Antoine reste immobile un long moment, le cœur battant d'une manière qu'il n'a pas connue depuis très longtemps. Une part de lui, la part prudente, celle qui a appris à se méfier de toute générosité soudaine, lui souffle de refuser de la mettre en garde contre elle-même, contre la précipitation d'une décision prise dans la douleur d'une soirée dévastatrice. Mais une autre part de lui, plus ancienne, plus fragile, se souvient d'un vieil horloger qu'il avait un jour recueilli sans poser de questions, simplement parce qu'un être humain ne devrait jamais passer une nuit de plus dans le froid quand on peut l'en empêcher. « Vous ne savez rien de moi, dit-il doucement. Je pourrais être la pire chose qui vous soit jamais arrivée. J'ai déjà rencontré la pire chose qui me soit jamais arrivée, répond Élise avec un sourire triste. J'allais l'épouser cet après-midi. » Un silence. Puis presque malgré lui un sourire léger, presque douloureux, se dessine sur le visage d'Antoine. « Mon nom est Antoine Lefebvre. Et ma réponse est oui. » Le lendemain matin, les nuages se sont dissipés sur Besançon, laissant place à un ciel pâle et froid qui éclaire d'une lumière blafarde les rues encore luisantes de pluie. Dans un petit appartement du quartier battant, où Antoine loue depuis des années une chambre modeste au-dessus d'un atelier de réparation, un homme fait irruption sans même frapper à la porte.
Louis Bertin est le genre d'homme que l'on remarque à peine dans une foule de taille moyenne. Le dos légèrement voûté, les mains toujours un peu tremblantes, le regard fuyant de quelqu'un qui semble constamment s'excuser, d'occuper de l'espace. C'est pourtant le seul être humain dans toute la ville qu'Antoine considère comme un véritable ami. « Tu as perdu la tête » dit Louis, la voix tendue, presque paniquée, en refermant la porte derrière lui. « On me dit que tu as épousé une inconnue cette nuit. »« Une inconnue, Antoine ? Elle s'appelle Élise » répond calmement Antoine, occupé à ranger quelques outils sur son établi de fortune. « Je me fiche de son prénom. Tu ne sais rien d'elle. Rien de sa famille, rien de ses intentions. Et toi, avec tout ce que tu représentes vraiment. Tu comprends le risque que tu prends, Louis. Non, écoute-moi. Depuis 6 ans je veille sur toi. Depuis 6 ans je m'assure que personne ne découvre qui tu es réellement, que personne ne s'approche de toi pour de mauvaises raisons. Et maintenant, en une seule nuit, tu ramènes une parfaite étrangère dans ta vie. » La voix de Louis tremble, et pas seulement d'inquiétude ordinaire. Il y a dans son agitation quelque chose de plus profond, de presque désespéré, qu'Antoine met un moment à percevoir. « Louis, dit-il en se tournant enfin vers son ami, pourquoi cela te bouleverse-t-il à ce point ?» Louis se fige. Ses mains déjà tremblantes se serrent l'une contre l'autre. Pendant un instant, il semble sur le point de fuir la pièce, de fuir la question elle-même. Puis, comme si 6 années de silence venaient soudain de céder sous leur propre poids, il s'effondre sur une chaise, le visage dans les mains. « Parce que j'ai peur, Antoine. J'ai peur depuis 6 ans et je n'ai jamais eu le courage de te dire pourquoi. » « De quoi parles-tu » Louis relève lentement la tête. Ses yeux sont humides. « Le soir de ton accident sur le pont. Ce n'est pas un inconnu qui t'a trouvé inconscient sur la chaussée. C'était moi. » Antoine sent quelque chose se figer en lui, une immobilité totale, comme si le temps lui-même venait de suspendre son souffle. « Tu étais là. J'étais là. Je t'ai porté jusqu'à l'hôpital moi-même cette nuit-là. Et le lendemain, ton oncle Bertrand est venu me voir. Il m'a offert une somme d'argent considérable, assez pour sauver l'entreprise familiale de mes parents, qui était au bord de la faillite, à une seule condition, que je ne dise jamais à personne ce que j'avais réellement vu sur ce pont cette nuit-là. Qu'as-tu vu, Louis ?» La question tombe glaciale dans le silence de la pièce. Louis ferme les yeux comme pour rassembler le peu de courage qui lui reste après 6 années de silence complice. « J'ai vu une camionnette s'éloigner du pont juste avant que je ne te trouve. J'ai vu en examinant ta voiture avant l'arrivée des secours que les câbles de frein n'avaient pas cédé par usure. Ils avaient été sectionnés. Proprement, volontairement. » Antoine ne dit rien. Son visage d'ordinaire, si maîtrisé, si habitué à dissimuler la douleur, se décompose lentement sous le poids de cette révélation. « Et j'ai signé le papier qu'il m'a tendu » continue Louis, la voix brisée par les sanglots. « J'ai pris son argent. J'ai sauvé l'entreprise de mes parents en échange de ton silence, que je t'ai volé, Antoine, sans même te laisser le choix de connaître la vérité. » Un long silence s'installe entre les deux hommes. Dehors, les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnent indifférentes au drame qui se joue dans cette pièce modeste. « C'est pour ça, murmure enfin Louis, que j'ai si peur chaque fois que quelqu'un de nouveau s'approche de toi. J'ai peur qu'un jour la vérité remonte et que tu comprennes enfin que ton meilleur ami a passé 6 ans à protéger l'homme qui a essayé de te tuer. » Antoine reste immobile, le regard fixé sur ses propres mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, ses mains, qui 6 ans plus tôt tenaient encore un volant, avant que quelqu'un de sa propre famille ne décide qu'elle ne devrait plus jamais le faire. « Pourquoi me le dire maintenant » demande-t-il enfin, la voix étrangement calme. « Parce que cette femme Élise m'a fait peur hier soir sans même que je la connaisse, avoue Louis. Et j'ai compris en rentrant chez moi que ce n'est pas elle qui me fait peur. C'est le silence. Mon propre silence qui pèse plus lourd chaque année qui passe. » Antoine ferme les yeux un instant. La colère, la trahison, la douleur d'une vérité enfin nommée après 6 années d'ombre, tout cela se mélange en lui dans un tourbillon qu'il peine à contenir. Et pourtant, en regardant Louis effondré devant lui, tremblant, épuisé par le poids de sa propre lâcheté, quelque chose d'autre s'impose peu à peu, la certitude aussi douloureuse soit-elle que la vérité désormais a commencé à se frayer un chemin, et qu'elle ne s'arrêtera plus. Quelques jours plus tard, une lumière pâle de fin de matinée filtre à travers les hautes fenêtres de la mairie de Besançon, éclairant d'un halo presque irréel le hall de marbre où se déroulent chaque semaine des dizaines d'unions, plus modestes les unes que les autres. Il n'y a ni fleurs somptueuses, ni orchestre, ni robe de haute couture, seulement Antoine assis dans son fauteuil roulant devant l'officier d'état civil et Élise à ses côtés, vêtue d'une robe simple empruntée à Madame Bernadette, la logeuse du quartier battant, qui a insisté la veille au soir pour repasser elle-même le tissu avec un soin presque maternel. « Élise Girard, acceptez-vous de prendre pour époux Antoine Lefebvre ici présent ?» Élise regarde Antoine. Dans ses yeux, il n'y a plus la panique de la nuit du mariage brisé,
ni la honte des heures, qui ont suivi seulement une détermination calme presque farouche, celle d'une femme qui a décidé une fois pour toutes de choisir, elle-même la direction de sa propre vie. Oui, dit-elle la voix ferme. L'officier se tourne vers Antoine. Antoine Lefebvre, acceptez-vous? La porte du hall s'ouvre brutalement, interrompant la cérémonie dans un fracas de talons sur le marbre. Julien Marchand se tient sur le seuil, le visage défait, la chemise froissée, visiblement échappée d'une garde à vue dont il n'a pas encore fini de mesurer les conséquences. « Élise » crie-t-il en traversant le hall à grands pas, ignorant les regards médusés des rares témoins présents. « Ne fais pas ça. Ne commets pas cette folie. Sortez d'ici, monsieur, ordonne l'officier d'état civil, mais Julien ne l'écoute pas. Tu épouses un infirme sans le sou pour te venger de moi. C'est ça ton plan, demande-t-il, un rictus amer déformant son visage. Antoine ne dit rien. Il observe simplement l'homme qui vient d'humilier sa future épouse avec cette même patience froide qu'il a appris au fil des années à opposer à toute forme de cruauté, une patience qui n'est pas de la faiblesse mais une manière de ne jamais donner à ses agresseurs la satisfaction de le voir réagir. Tu veux vraiment épouser un mendiant, Élise, continue Julien désormais au bord de la crise de nerfs. Alors laisse-moi au moins te rendre service avant de partir. Laisse-moi te dire ce que ta chère famille t'a caché depuis toujours. Julien arrête souffle Élise, mais il ne s'arrête pas. Ils vous ont fait croire, toi et toute la ville, que Manon et toi étiez sœurs jumelles. Jumelles, alors pourquoi l'une a-t-elle étudié à Paris dans les meilleures écoles pendant que l'autre était cachée à la campagne comme une dette qu'on ne veut pas payer, demande-leur. Demande à Philippe Girard pourquoi sa fille a été dissimulée pendant des années comme un secret honteux. Un silence pesant s'installe dans le hall. Élise pâle se tourne lentement vers Julien. De quoi parles-tu? De la vérité, Élise. Manon n'est pas ta sœur de sang. Elle a été adoptée alors que tu étais déjà née, la véritable héritière des Girard. Mais un voyant consulté par ta grand-mère avait prédit qu'une fille née sous certains auspices porterait malheur à la famille. Alors on t'a envoyé grandir loin dans l'ombre pendant qu'on élevait Manon comme la digne représentante du nom Girard. Élise porte la main à sa bouche, les jambes soudain flageolantes. Antoine à ses côtés tend instinctivement la main vers la sienne, sans un mot, simplement présent comme un roc au milieu d'une tempête qui n'en finit plus de s'abattre sur elle. Tu mens, murmure Élise, la voix tremblante. Je ne mens pas. Je te le dis maintenant parce que contrairement à toi je n'ai plus rien à perdre. Ta propre famille t'a préféré invisible plutôt que de risquer une superstition ridicule. Voilà la vérité, que tu épouses aujourd'hui un inconnu pour fuir. Un long silence suit ces mots, seulement rompu par le bruit lointain d'une porte qui claque quelque part dans les couloirs de la mairie. Élise reste immobile, le regard perdu, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds une seconde fois en l'espace de quelques jours à peine. C'est alors qu'Antoine, toujours assis dans son fauteuil, prend la parole d'une voix basse mais d'une fermeté qui surprend jusqu'à lui-même. « Monsieur Marchand, dit-il en fixant Julien droit dans les yeux, vous venez de voler à cette femme des millions d'euros et l'homme qu'elle croyait aimer. Et vous voudriez en plus lui voler ce moment. Ce ne sont pas mes affaires, mendiant, crache Julien avec mépris. Non, répond Antoine avec un calme glacial qui contraste violemment avec la fureur de son interlocuteur. Ce ne sont pas les vôtres. Alors sortez. Il y a dans la voix d'Antoine quelque chose que Julien ne parvient pas à identifier, une autorité qui ne devrait pas exister chez un homme aussi démuni en apparence, une présence qui semble soudain remplir tout le hall. Deux agents de sécurité de la mairie, alertés par le vacarme, s'avancent enfin vers Julien et l'escortent fermement vers la sortie malgré ses protestations. Le silence retombe. L'officier d'état civil, visiblement mal à l'aise, se racle la gorge. « Souhaitez-vous poursuivre la cérémonie ?» Élise se tourne vers Antoine. Ses yeux sont pleins de larmes, mais dans son regard brille désormais quelque chose de nouveau, une clarté, une résolution née de la douleur elle-même. Toute ma vie, dit-elle doucement, on m'a fait croire que j'étais un secret honteux. Que ma naissance elle-même était une erreur à dissimuler. Aujourd'hui je choisis pour la première fois de ne plus me cacher. Elle serre la main d'Antoine. Oui. Je veux poursuivre. L'officier, ému malgré lui par la scène qu'il vient de vivre, reprend la lecture du code civil d'une voix légèrement altérée. Antoine Lefebvre, acceptez-vous de prendre pour épouse Élise Girard, ici présente? Antoine regarde Élise longuement. Dans son esprit défilent malgré lui des images d'un passé qu'il croyait avoir enterré, les nuits sous le pont battant, le mépris des passants, la solitude glaciale d'un homme que personne ne regardait jamais comme un être digne d'amour. Et face à lui aujourd'hui se tient une femme qui vient elle-même d'être rejetée par tous ceux qui auraient dû l'aimer inconditionnellement et qui pourtant choisit malgré tout de continuer à croire en la possibilité d'un foyer. Oui, répond-il enfin, la voix légèrement voilée par l'émotion. Ma réponse est oui.
Au nom de la République française, je vous déclare unis par les liens du mariage. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de confettis, pas de photographe professionnel pour immortaliser l'instant. Il n'y a que Madame Bernadette, seule invitée présente, qui essuie discrètement une larme au fond du hall, et le silence solennel d'une salle de mairie ordinaire, témoin d'une union que personne ce jour-là n'aurait pu imaginer capable de bouleverser à ce point l'avenir de deux familles entières. Ce soir-là, alors que la nuit tombe sur Besançon, et que les réverbères s'allument un à un le long du quai Vauban-Élise, marche aux côtés du fauteuil d'Antoine, silencieuse encore sous le choc de la vérité que Julien vient de lui révéler. Tu savais, demande-t-elle enfin, que ta famille cache parfois les secrets les plus douloureux derrière les mensonges les plus ordinaires. Antoine s'arrête. Il pense l'espace d'un instant à sa propre mère, à ce qu'elle sait peu, être elle aussi, et qu'elle n'a jamais eu le courage de lui dire. Je commence à le comprendre, répond-il doucement. Plus que tu ne le crois. Élise pose sa main sur son épaule, un geste simple, presque timide, mais chargé d'une tendresse que ni l'un ni l'autre n'aurait su nommer quelques jours plus tôt. Alors peut-être, murmure-t-elle, que nous avons tous les deux, chacun à notre manière, une vérité à découvrir avant de pouvoir vraiment guérir. Au loin, les cloches de la cathédrale sonnent une dernière fois avant le silence de la nuit, comme pour sceller, sans qu'ils le sachent encore, le début d'un chemin semé bien plus d'épreuves et de révélations qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer en ce premier soir de leur union. Le lendemain matin, une petite pluie fine tombe sur les toits pentus du quartier battant, ce vieux faubourg accroché à la colline de la citadelle où les ruelles pavées serpentent entre des façades de pierre noircies par les siècles. C'est là, au dernier étage d'un immeuble modeste, dont l'escalier de bois craque à chaque marche, qu'Antoine loue depuis des années une chambre exiguë, aménagée tant bien que mal au-dessus d'un ancien atelier de cordonnerie fermé depuis longtemps. Élise découvre les lieux avec un mélange de stupeur et d'humilité silencieuse. Un lit étroit, une table de bois brut couverte d'outils d'horlogerie soigneusement rangés, une fenêtre unique donnant sur les toits gris de la ville, et dans un coin un petit poêle à bois qui semble être la seule source de chaleur de tout l'appartement. Ce n'est pas grand-chose, dit Antoine avec un embarras qu'il ne cherche pas à dissimuler, tandis qu'il pousse son fauteuil vers la fenêtre pour laisser passer un peu de lumière. Je sais que tu as connu mieux. Élise pose sa petite valise, la seule chose qu'elle a pu récupérer avant que sa famille ne lui confisque le reste, sur le sol de bois usé, et se tourne vers lui avec un sourire fatigué mais sincère. J'ai connu plus grand, oui. Mais je n'ai jamais connu plus honnête. Elle s'approche de la fenêtre, observe un instant les toits mouillés de pluie, les cheminées d'où s'échappent de fines volutes de fumée, le clocher lointain de la cathédrale Saint-Jean qui perce à peine la brume matinale. C'est étrange, murmure-t-elle. Il y a 3 jours, je vivais dans une maison avec 7 chambres et un jardin entretenu par 3 employés. Et pourtant je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part comme je commence à me sentir ici en cet instant. On frappe alors à la porte, 3 coups légers, presque hésitants. Antoine se tourne vers l'entrée. C'est sûrement Madame Bernadette. La porte s'ouvre sur une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris ramassés en chignon, un tablier fleuri noué à la taille, et un plateau chargé d'une théière fumante et de quelques tartines de pain de campagne entre les mains. Alors c'est donc vrai, dit-elle en entrant sans attendre d'y être invitée, avec l'aisance familière de quelqu'un qui connaît chaque recoin de l'immeuble depuis des décennies. Notre Antoine s'est enfin marié. J'ai cru que le facteur me faisait une farce quand il me l'a annoncé ce matin. Madame Bernadette, je vous présente Élise, dit Antoine avec un demi-sourire, mon épouse. Votre épouse, répète Madame Bernadette en posant le plateau sur la table avant de se tourner vers Élise, avec un regard scrutateur mais bienveillant. Eh bien, ma petite, vous voilà tombée dans un drôle de nid. Ce garçon travaille comme 3 hommes et mange comme un moineau. Il faudra que vous le surveilliez. Élise ne peut s'empêcher de sourire la première fois, remarque-t-elle elle-même intérieurement depuis des jours entiers. Merci madame pour tout ce que vous faites pour lui. Ce n'est rien ma petite, répond la vieille femme en versant le thé dans 2 tasses ébréchées. Cette maison est trop silencieuse depuis trop longtemps. Ça me fait du bien d'y entendre à nouveau une voix de femme. Elle jette un regard vers Antoine, un regard chargé d'une tendresse presque maternelle. Il ne se plaint jamais, vous savez. Jamais un mot. Mais moi je l'entends la nuit à travers le plancher. Antoine se raidit imperceptiblement. Madame Bernadette, je vous en prie. Je dis simplement la vérité, mon garçon, répond-elle en haussant les épaules avant de se diriger vers la porte. Prenez soin l'un de l'autre. C'est tout ce que je vous souhaite. La porte se referme derrière elle, laissant Élise et Antoine seuls dans le silence de la petite chambre, où seul le crépitement du poêle vient troubler le calme. De quoi parlait-elle, demande Élise, la voix douce mais empreinte d'une inquiétude sincère. De rien, répond Antoine trop rapidement en détournant le regard vers la fenêtre. Élise ne insiste pas, pas encore.
Elle sent dans la manière dont Antoine évite ses yeux dans la crispation soudaine de ses mains sur les accoudoirs du fauteuil qu'il existe en lui une blessure qu'il n'est pas prêt à partager, et elle a appris ces derniers jours que forcer une porte fermée ne fait souvent que la refermer plus durement encore. Cette nuit-là, alors que la ville de Besançon s'endort peu à peu sous un ciel dégagé et froid, Élise se réveille en sursaut dans l'obscurité de la petite chambre. Un bruit étouffé presque imperceptible provient du lit voisin où Antoine repose seul le dos tourné. Elle reste immobile un instant retenant son souffle attentive. Le bruit se répète, un gémissement contenu aussitôt étouffé comme si Antoine mordait quelque chose pour l'empêcher de s'échapper. Antoine murmure-t-elle doucement dans le noir. Aucune réponse. Seulement quelques secondes plus tard, sa respiration qui redevient lentement régulière, contrôlée comme s'il rassemblait toutes ses forces pour paraître endormi. Élise se redresse lentement sur son lit de fortune, un matelas posé à même le sol que Madame Bernadette leur a prêté, et observe dans la pénombre les épaules d'Antoine qui tremblent légèrement sous la couverture élimée. Elle hésite. Puis, portée par un instinct plus fort que la prudence, elle se lève et s'approche doucement de lui. « Antoine, je sais que tu ne dors pas. » Un long silence. Puis une voix basse brisée par un effort visible de retenue. « Ce n'est rien, Élise. Retourne te coucher. » « Ce n'est pas rien, répondait-elle en s'agenouillant près du lit à hauteur de son visage. Je t'ai entendu. Depuis combien de temps souffres-tu comme ça la nuit en silence ? Antoine ferme les yeux, le visage crispé par une douleur qu'il ne peut plus tout à fait dissimuler. Depuis 6 ans, avoue-t-il enfin, la voix à peine audible. Depuis l'accident, les médecins appellent ça une douleur neuropathique. Les nerfs de mes jambes ont été gravement endommagés, et parfois la nuit c'est comme si le feu qui a détruit mon corps ce jour-là revenait me consumer une fois de plus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que personne ne devrait avoir à porter le poids de la souffrance d'un autre, répond-il avec une amertume tranquille. J'ai appris il y a longtemps à souffrir seul. C'est plus simple ainsi, pour tout le monde. Élise sent quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Elle pose délicatement sa main sur celle d'Antoine crispée sur le drap. Tu te trompes, dit-elle doucement. Ce n'est pas plus simple. C'est simplement plus solitaire. Antoine tourne enfin son regard vers elle et dans ses yeux. Élise croit voir pour la première fois, non pas le tyran discret du monde des affaires qu'elle commence à peine à soupçonner, qu'il pourrait être, mais un homme épuisé par des années de souffrance silencieuse, un homme qui a appris à survivre seul parce que personne jamais ne lui avait offert de porter ce fardeau à ses côtés. Tu ne me connais pas encore vraiment, Élise, murmure-t-il. Il y a en moi des choses bien plus lourdes que cette douleur physique. Alors laisse-moi apprendre à les connaître, répond-elle sans hésiter. Une à une s'il le faut. Je ne suis pas venue dans cette chambre pour fuir ma propre famille, Antoine. Je suis restée parce que pour la première fois de ma vie quelqu'un m'a regardée sans chercher à me changer, sans chercher à me cacher. Laisse-moi t'offrir la même chose. Un long silence s'installe entre eux, rompu seulement par le crépitement mourant du poêle et le vent léger qui siffle contre les vitres. Antoine ne répond rien, mais pour la première fois depuis des années il ne détourne pas le regard, ne referme pas la porte de son silence habituel. Et dans l'obscurité de cette chambre modeste du quartier battant, tandis que la ville entière dort sous un ciel d'hiver, quelque chose de fragile, de presque imperceptible commence lentement à se réparer comme les rouages minutieux d'un mécanisme brisé depuis trop longtemps que des mains patientes et aimantes s'apprêtent pièce par pièce à remettre en marche. Quelques jours plus tard, un matin d'une clarté inhabituelle se lève sur Besançon, l'un de ces matins d'hiver où le froid semble avoir poli le ciel jusqu'à le rendre presque transparent. Élise, décidée à rendre l'appartement un peu plus habitable, entreprend de ranger le maigre bagage qu'elle a réussi à emporter avec elle dans la précipitation de cette nuit funeste. Elle s'agenouille devant sa petite valise usée posée dans un coin de la pièce et commence à en sortir une à une les rares affaires qu'elle possède encore, quelques vêtements simples, un carnet de partitions annotées d'une écriture enfantine et tout au fond enveloppé dans un tissu délavé. Une petite boîte en bois qu'elle n'a pas ouverte depuis des années. Le bois est ancien, patiné par le temps, les coins légèrement émoussés par l'usure. Sur le couvercle, gravé à la main d'un trait maladroit mais appliqué, se distinguent encore quelques lettres à demi effacées. Élise passe doucement le pouce sur l'inscription comme elle l'a fait tant de fois enfant avant que sa famille ne range cette boîte au fond d'un grenier comme on range un objet dont on a honte. Girard horloger, murmure-t-elle à voix basse. Antoine, qui travaillait à son établi près de la fenêtre, un loupe d'horloger encore vissé sur l'œil, s'arrête brusquement. Ses mains, habituellement d'une précision absolue, se figent au-dessus d'un mouvement de montre qu'il était en train de démonter. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Élise, surprise par la soudaine gravité de sa voix, se retourne vers lui. « C'était la boîte à outils de mon père. Jean Girard. »
Il était horloger ici même à Besançon dans un tout petit atelier près de la Boucle. Il est mort quand j'avais 9 ans. Personne dans ma famille n'a jamais voulu parler de lui. Mon oncle Philippe considérait ce métier comme indigne du nom des Girard. C'est en partie pour ça je crois que j'ai toujours été mise à l'écart. Ma mère avait épousé un simple artisan avant de mourir elle-même peu après ma naissance. Et Philippe et Sylvie m'ont recueilli par obligation familiale, jamais par affection. Antoine repose lentement sa loupe sur l'établi, le visage soudain d'une pâleur inhabituelle. Il roule son fauteuil vers Élise avec une lenteur presque solennelle, comme un homme qui s'approche d'un souvenir trop fragile pour être brusqué. Puis-je voir cette boîte ? Élise la lui tend, intriguée par le trouble manifeste qui s'est emparé de lui. Antoine la prend entre ses mains avec une précaution presque religieuse, fait glisser lentement ses doigts sur le bois usé, sur les initiales gravées sur une petite marque en forme d'étoile gravée elle aussi tout près du fermoir. Ses yeux se remplissent lentement de larmes. « Je connais cette boîte, dit-il d'une voix étranglée. Je connais cette marque. C'est lui qui l'a gravée lui-même un soir pour me montrer comment reconnaître ces outils des autres dans l'atelier. Comment est-ce possible ?» souffle Élise, le cœur soudain battant à tout rompre. Antoine ferme les yeux un instant, comme pour rassembler le courage nécessaire à ce qu'il s'apprête à révéler. J'avais 15 ans, Élise. Je dormais dans les rues, sous les porches, parfois sous le pont battant quand le froid devenait trop violent. Je n'avais ni famille ni toit, ni personne au monde, pour se soucier de savoir si j'étais encore vivant le lendemain matin. Un soir d'hiver particulièrement rude, alors que je m'étais réfugié sous l'auvent d'une petite boutique près de la Boucle pour échapper à la neige, un homme est sorti de l'atelier, m'a vu grelotter sur le pas de sa porte, et au lieu de me chasser comme tant d'autres l'avaient fait avant lui, il m'a invité à entrer me réchauffer. Sa voix se brise légèrement. Il s'appelait Jean. Il ne m'a jamais demandé d'où je venais, ni pourquoi j'étais seule. Il m'a simplement donné un bol de soupe chaude, une couverture, et le lendemain, voyant que je restais fascinée devant les mécanismes de montres exposés sur son établi, il m'a proposé de m'apprendre le métier. Gratuitement. Sans rien attendre en retour, sinon que je vienne chaque jour après l'école quand j'y allais encore pour apprendre à mes côtés. Élise porte les 2 mains à sa bouche, les larmes ruisselant à présent sans retenue sur son visage. C'était mon père, murmure-t-elle. C'est impossible. C'est lui qui m'a tout appris, Élise, continue Antoine, la voix tremblante d'une émotion qu'il ne cherche plus à contenir. Le maniement du tournevis d'horloger, la patience nécessaire pour remonter un mouvement complexe, le respect absolu qu'on doit au temps et à sa précision. Sans lui, je serais probablement mort dans une rue de cette ville un hiver ou un autre sans que personne ne s'en aperçoive. Un silence bouleversant s'installe, entrechargé de tout le poids d'une coïncidence, qui peu à peu cesse d'en être une pour devenir aux yeux des 2 époux, quelque chose de bien plus grand, une trame invisible que le destin semble avoir tissée depuis bien avant leur première rencontre sur ce trottoir mouillé de pluie. Il est mort d'une pneumonie, continue Antoine. Après un long moment, les yeux perdus dans le vague, un hiver où il avait attrapé froid, en refusant de fermer son atelier, plutôt de peur qu'un client dans le besoin ne trouve porte close. Je n'ai appris son décès que des semaines plus tard par un voisin. Je n'ai même pas pu assister à son enterrement. J'étais trop loin, trop perdue dans mes propres épreuves à cette époque. Élise s'approche de lui, s'agenouille devant son fauteuil, prend ses mains dans les siennes. Il ne m'a jamais parlé de toi, dit-elle doucement, mais je me souviens. Je me souviens qu'il rentrait parfois très tard, l'air épuisé mais heureux, et qu'il disait à ma mère qu'il avait un élève doué, un garçon qui mérite mieux que ce que la vie lui offre. Je pensais qu'il parlait d'un apprenti ordinaire. Je n'aurais jamais imaginé. Il parlait de moi, murmure Antoine, la voix à peine audible. Un long silence suit ces mots empreints d'une émotion si dense qu'aucun des 2 ne semble capable de la rompre. Puis lentement Antoine reprend la parole, comme si une dernière confession restait à faire. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à réussir dans les affaires, j'ai voulu retrouver sa famille pour tenter de rendre d'une manière ou d'une autre ne serait-ce qu'une infime partie de ce qu'il m'avait offert sans jamais rien demander en retour. J'ai découvert qu'il avait eu une fille recueillie, ensuite par de la famille éloignée en ville, mais je n'ai jamais réussi à savoir où elle vivait exactement ni sous quel nom. J'ai alors mis en place, par l'intermédiaire d'une fondation anonyme, un soutien financier mensuel destiné à la famille de Jean Girard, horloger à Besançon, sans jamais savoir précisément à qui concrètement cet argent parvenait. Élise se fige. Cette aide financière anonyme, celle que mon oncle Philippe recevait chaque mois et qu'il présentait comme une rente providentielle tombée du ciel. C'était moi, achève Antoine dans un souffle. Depuis 10 ans, sans le savoir, je finançais en partie le confort de la famille qui te maintenait caché, humilié, invisible.
L'argent destiné à honorer la mémoire de ton père a servi sans que je le sache jamais à financer ton propre exil au sein de ta propre maison. Élise reste silencieuse un long moment submergée par la violence de cette révélation, une douleur nouvelle complexe mêlée à une gratitude immense et à une tristesse presque insupportable. Tu n'y es pour rien, dit-elle enfin en resserrant ses mains autour de celles d'Antoine. Tu as fait avec un cœur pur exactement ce que mon père t'a appris à faire, donner sans rien attendre en retour. Ce n'est pas ta générosité qui m'a fait du mal, Antoine. C'est la cruauté de ceux qui l'ont détournée. Antoine relève les yeux vers elle et dans son regard Élise voit se dessiner pour la première fois quelque chose qui ressemble à un apaisement profond, presque sacré, la sensation ténue, mais réelle que la vie après tant d'années, d'injustice accumulée venait peu, être enfin à travers. Eux deux de commencer à refermer une boucle laissée trop longtemps ouverte. Il disait toujours, murmure Antoine en effleurant du doigt la petite étoile gravée sur la boîte, qu'un mécanisme brisé n'est jamais vraiment perdu, qu'il suffit simplement de trouver la bonne main patiente et aimante pour le remettre en mouvement. Il lève les yeux vers Élise, la voix chargée d'une émotion qu'il ne cherche plus désormais à dissimuler. Je crois, Élise, qu'il avait raison depuis le début. Le soir suivant, un froid sec s'abat sur Besançon, l'air se faisant plus mordant, à mesure que l'hiver resserre son emprise sur la ville. Dans la petite chambre du quartier battant, le poêle crépite doucement, projetant sur les murs des ombres dansantes, qui adoucissent pour un temps la modestie du lieu. Élise a préparé un maigre repas, une soupe de légumes et un peu de pain que Madame Bernadette leur a apporté dans l'après-midi, et les deux époux mangent en silence, assis face à face à la petite table de bois, la boîte en bois de Jean Girard posée entre eux comme un talisman muet témoin, fragile de la révélation de la veille. Tu n'as presque rien mangé, remarque Élise en observant Antoine repousser doucement son assiette. Je n'ai jamais eu un grand appétit, répond-il avec un sourire fatigué. C'est une habitude qui date de loin. Élise repose sa cuillère, le regard attentif. Parle-moi de ta mère, Antoine. La question posée avec une douceur presque timide semble frapper Antoine, plus durement qu'aucune insulte proférée par les inconnus du quai Vauban quelques jours plus tôt. Il détourne un instant le regard vers la fenêtre, où la nuit a déjà englouti les toits de la ville. Ma mère s'appelait Claire, dit-il enfin, la voix basse. Elle m'a élevée seule dans un petit logement près de la gare après le départ de mon père que je n'ai jamais connu. Elle travaillait comme femme de ménage dans plusieurs immeubles bourgeois du centre-ville, parfois jusqu'à 14 heures par jour pour un salaire à peine suffisant pour nous nourrir tous les deux. Il marque une pause, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Quand j'avais 13 ans, elle a commencé à tousser. D'abord un peu puis de plus en plus. Elle disait que ce n'était rien, qu'elle n'avait pas le temps d'être malade, qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre une journée de salaire pour aller voir un médecin. Nous n'avions pas de couverture sociale digne de ce nom à l'époque et chaque consultation représentait pour elle un choix impossible entre sa santé et notre survie. Élise sent sa gorge se serrer, devinant déjà avec une angoisse sourde où mène ce récit. Elle a continué de travailler ainsi pendant des mois, continue Antoine, le regard perdu dans le vague, refusant obstinément de s'arrêter jusqu'au jour où elle s'est effondrée en pleine rue en rentrant d'un immeuble où elle faisait le ménage. Quand on l'a enfin conduite à l'hôpital, les médecins ont découvert une pneumonie sévère qui s'était installée depuis des semaines faute de soins. Elle est morte 3 jours plus tard dans un couloir surchargé, faute de lit disponible dans le service adapté. Un long silence s'installe. Élise tend la main à travers la table, la pose doucement sur celle d'Antoine. J'avais 14 ans, achève-t-il dans un souffle. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule, sans famille, sans toit, sans personne pour se soucier de mon sort. C'est cette année-là que j'ai commencé à dormir dans les rues de Besançon avant de rencontrer quelques mois plus tard ton père devant son atelier. Antoine, murmure Élise, les larmes aux yeux, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute, répond-il doucement, esquissant un pâle sourire. C'est étrange, tu sais. Depuis toutes ces années, je ne raconte jamais cette histoire à personne. Pas même à Louis, qui pourtant connaît la plupart des épreuves de ma vie. Mais avec toi ce soir, j'ai l'impression pour la première fois depuis très longtemps que raconter ne fait pas seulement rouvrir la blessure. Que ça peut aussi peu être commencé à la refermer. Élise resserre sa main autour de la sienne sans un mot, laissant le silence porter toute la tendresse qu'elle ne parvient pas encore à exprimer autrement. Un peu plus tard dans la soirée, alors que le poêle commence lentement à s'éteindre et que le froid regagne peu à peu du terrain sur la petite pièce, Antoine reprend la parole comme si les vannes, une fois ouvertes, ne pouvaient plus refermer. Il y a autre chose, Élise. Quelque chose que je n'ai jamais raconté non plus. Élise l'écoute immobile, sentant que ce qui va suivre touche à une blessure différente, plus récente mais tout aussi profonde. Avant l'accident, il y a un peu plus de 6 ans, j'étais fiancée.
Une femme du nom de Camille que j'avais rencontrée à un moment où l'entreprise commençait tout juste à connaître un certain succès. J'étais encore jeune naïf et je croyais sincèrement qu'elle m'aimait pour ce que j'étais pas pour ce que je possédais. Son visage se durcit légèrement, une ombre amère traversant ses traits. Puis une rumeur a commencé à circuler dans le milieu des affaires. Un concurrent important cherchait à racheter de force ma jeune entreprise à l'époque encore fragile financièrement. Une rumeur de rachat hostile, rien de plus, qui s'est finalement révélée infondée. Mais le temps que la vérité éclate, Camille avait déjà pris sa décision. Elle m'a quitté en l'espace d'une semaine sans un mot d'explication véritable, sinon qu'elle ne pouvait pas se permettre de bâtir son avenir sur une incertitude. Elle t'a abandonné à la première difficulté, murmure Élise, la voix empreinte d'une indignation sincère. Elle m'a appris, répond Antoine avec un calme presque glacial, que l'amour pour beaucoup de gens n'est jamais totalement désintéressé. Que même les sentiments les plus sincères en apparence peuvent s'effondrer devant la peur de perdre un certain confort. Après l'accident, quelques mois plus tard, quand je me suis retrouvée dans ce fauteuil, je me suis dit que j'avais eu au fond de la chance qu'elle soit déjà partie avant. Je n'aurais pas supporté de voir dans son regard la même pitié dégoûtée que j'ai vue dans les yeux de tant d'inconnus depuis. Élise sent une colère sourde monter en elle, non pas contre Antoine, mais contre cette Camille qu'elle ne connaîtra jamais, contre cette froideur calculée, qui a laissé visiblement une cicatrice bien plus profonde que celle laissée par ses propres jambes brisées. C'est pour ça, n'est-ce pas, dit-elle doucement, que tu as tant de mal à croire que quelqu'un puisse t'aimer sans arrière-pensée. Antoine la regarde longuement, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de les prononcer. C'est pour ça que j'ai construit autour de moi autant de silence et de prudence, oui. J'ai appris à ne jamais montrer ma richesse réelle, à me présenter au monde comme un homme démuni, précisément pour être certain, si jamais quelqu'un venait à s'approcher de moi, que ce ne serait jamais pour de mauvaises raisons. Et pourtant, murmure Élise, tu m'as épousée en une seule nuit sans savoir qui j'étais vraiment, sans savoir si je te voulais toi ou seulement un refuge contre ma propre humiliation. Oui, admet Antoine, la voix soudain fragile. Et c'est précisément ce qui me terrifie le plus, Élise. Parce que pour la première fois depuis la mort de ma mère, depuis le départ de Camille, depuis l'accident sur ce pont, j'ai envie, malgré toute la prudence que j'ai mis des années à construire, de croire que cette fois ce pourrait être différent. Un silence chargé d'une intensité presque tangible s'installe entre eux. Dehors, le vent siffle contre les carreaux tandis que les dernières braises du poêle rougeoient faiblement dans l'obscurité grandissante. Alors laisse-moi te prouver, dit Élise en se levant pour s'agenouiller devant son fauteuil, le visage tout proche du sien, que cette fois-ci c'est réellement différent. Elle pose délicatement sa main contre la joue d'Antoine dans un geste d'une tendresse presque solennelle. Je ne connaissais pas ta fortune quand je t'ai demandé de m'épouser, Antoine. Je ne connaissais que ta manière de me regarder cette nuit-là, comme si j'étais encore un être humain digne de respect, alors que le reste du monde venait de décider le contraire. Rien de tout ce que j'ai appris depuis, ni ta richesse, ni le secret que tu portes, ni même l'histoire bouleversante de mon propre père, rien de tout cela ne change ce qui m'a poussé vers toi ce soir-là. Antoine ferme les yeux un instant, laissant enfin, après tant d'années de retenue, une larme silencieuse glisser le long de sa joue. Merci, Élise, murmure-t-il d'une voix à peine audible. Merci de m'apprendre un peu plus chaque jour que certaines blessures ne demandent pour commencer à guérir rien de plus qu'une présence sincère. Dehors, la nuit s'épaissit sur Besançon, enveloppant la ville entière d'un silence hivernal, presque sacré, tandis qu'à l'intérieur de la petite chambre du quartier, battant deux cœurs longtemps brisés chacun à leur manière, continue pas à pas, mot après mot, à réapprendre lentement le chemin fragile de la confiance. Le lendemain, alors qu'un pâle soleil d'hiver perce à peine la brume qui stagne encore au-dessus du Doubs, un tout autre monde s'éveille à quelques kilomètres du quartier battant, dans les étages supérieurs d'une tour de verre discrète cachée derrière les façades anciennes du centre historique de Besançon, le siège social connu de très peu de gens de la manufacture Lefebvre. Marc Aubry, costume sombre impeccable, attend déjà dans la salle de réunion privée lorsque la porte s'ouvre sur Antoine. Le contraste est saisissant, l'homme que Marc voit entrer n'a plus rien de commun avec le mendiant transi de froid aperçu quelques jours plus tôt sur le quai Vauban. Le fauteuil est le même certes, mais quelque chose dans le port de tête, dans l'assurance tranquille du regard, révèle enfin la véritable stature de celui que l'industrie horlogère tout entière connaît sous un nom sans jamais avoir vu son visage, le président fantôme. Bonjour monsieur le président, dit Marc en refermant la porte derrière lui, la voix empreinte d'un respect que seule une poignée d'employés de confiance sont autorisés à manifester ouvertement. Marc, Aussitz-toi. Antoine s'avance vers la longue table de verre sur laquelle sont déjà disposés plusieurs dossiers soigneusement classés. Il en ouvre un, parcourt rapidement les premières pages, le visage impassible, mais quelque chose dans la crispation légère de sa mâchoire trahit une détermination froide.
J'ai besoin d'informations complètes sur une entreprise, dit-il enfin. Girard Logistique. Marc lève les yeux surpris. Girard Logistique, c'est l'un de nos partenaires de transport les plus anciens, monsieur. 11 contrats actifs dont la gestion de notre entrepôt principal et l'ensemble de notre flotte de distribution vers l'Europe du Nord. Pourquoi cet intérêt soudain, résilie? Le silence qui suit cette phrase est absolu. Marc reste un instant figé, cherchant sur le visage d'Antoine un signe d'hésitation qu'il ne trouve pas. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, une rupture de cette ampleur représenterait une perte considérable de temps et d'argent pour nous-mêmes. Il faudrait renégocier l'ensemble de notre logistique, trouver de nouveaux partenaires, gérer les pénalités contractuelles. Je sais parfaitement ce que cela représente. Marc coupe Antoine, la voix posée mais tranchante comme une lame. Fais-le quand même. Invoque les clauses de rupture liées à la conformité de leur flotte. J'ai des raisons sérieuses de croire que leurs certifications environnementales sont falsifiées depuis plusieurs années. Fais vérifier discrètement et si les preuves existent, utilise-les. Marc parcourt les documents devant lui, cherchant à comprendre l'origine de cette décision aussi soudaine, que radicale, avant de risquer prudemment. Cela a-t-il un lien avec votre récent mariage? Monsieur Antoine relève les yeux, et pour la première fois depuis le début de l'entretien, une lueur d'émotion contenue traverse son regard habituellement impénétrable. Philippe Girard a jeté sa propre fille à la rue devant 200 invités. Marc. Il l'a dépouillée de tout ce qu'elle possédait, publiquement humiliée, reniée devant toute la bonne société de cette ville, pour protéger une réputation qu'il ne mérite même pas. Je n'ai pas l'intention de laisser un homme pareil continuer à prospérer sous prétexte que la justice de ce pays met parfois des années à rattraper les puissants. Et les banques partenaires, demande Marc après un instant. Voulez-vous que nous contacte discrètement nos partenaires financiers habituels, dit Antoine, coupant court à la question avant même qu'elle ne soit formulée. Fait savoir avec toute la prudence nécessaire que la manufacture Lefebvre observe attentivement la solidité financière de Girard Logistique ces derniers temps. Rien de plus. Les banques tireront leurs propres conclusions. Marc hoche lentement la tête, notant chaque instruction avec une précision méthodique avant de risquer une dernière remarque. Puis-je vous demander, monsieur, ce qui a changé exactement depuis 6 ans que je travaille à vos côtés? Je ne vous ai jamais vu agir avec une telle détermination personnelle dans une affaire. Antoine reste silencieux un long moment, le regard perdu vers la baie vitrée qui surplombe les toits gris de Besançon. Ils ont jeté quelqu'un que j'aime à la rue, Marc, comme on jette un objet dont on ne veut plus, dit-il enfin, la voix basse mais d'une fermeté absolue. Et pendant des années, ce même homme a bénéficié sans même le savoir d'une partie de la fortune que j'ai construite en mémoire d'un homme qui lui n'a jamais rien demandé en retour de sa bonté. Ce soir, cette hypocrisie prend fin. Cette nuit-là, dans un appartement bourgeois du quartier de Chamard où résident Philippe et Sylvie Girard depuis près de 20 ans, le téléphone sonne bien après minuit. Philippe, réveillé en sursaut, décroche d'une voix pâteuse de sommeil. « Oui, allô, monsieur Girard, dit une voix froide et professionnelle à l'autre bout du fil. Je vous appelle de la part de notre établissement bancaire concernant votre ligne de crédit professionnel. Nous devons malheureusement vous informer d'une suspension immédiate de vos facilités de trésorerie en attendant une réévaluation complète de votre dossier. Quoi, mais c'est impossible, il n'y a jamais eu le moindre problème avec. Nous comprenons votre surprise, monsieur Girard, mais la décision a été prise ce soir même à la suite d'informations que nous ne sommes malheureusement pas en mesure de détailler par téléphone. Vous recevrez une notification officielle dans les prochains jours. » La ligne se coupe. Philippe reste assis dans le noir, le téléphone encore serré dans sa main tremblante, un froid glacial s'installant lentement dans sa poitrine. Le même froid, songe-t-il, sans le savoir, que celui qu'il a laissé s'installer quelques jours plus tôt dans le cœur de sa propre fille, abandonnée sous la pluie devant un hôtel. Le lendemain matin, dans les bureaux de Girard Logistique situés près de la gare Viotte, c'est le chaos. Des employés s'agitent dans les couloirs, des téléphones sonnent sans discontinuer, et Philippe, enfermé dans son bureau, le visage livide, écoute son directeur commercial lui annoncer d'une voix tremblante la nouvelle qui achève les ruines. 11 contrats, monsieur. Tous résiliés en une seule nuit. La manufacture Lefebvre invoque des manquements dans nos certifications environnementales, des accusations que nous devrons prouver fausses devant un tribunal, ce qui prendra des mois, peut-être des années. La manufacture Lefebvre, répète Philippe incrédule. Mais qui a signé cette décision? Toujours la même signature, monsieur. Le président lui-même. Personne, absolument personne dans cette entreprise n'a jamais vu le visage de cet homme en 6 ans. Il gère un empire entier depuis l'ombre. Philippe s'effondre sur son fauteuil, les mains tremblantes, tentant désespérément de rassembler ses pensées. Et les banques, ajoute prudemment le directeur commercial, ont également suspendu nos lignes de crédit ce matin.
sans explication officielle. C'est un coup monté, murmure Philippe, la rage se mêlant à une peur grandissante. Quelqu'un cherche délibérément à nous détruire. C'est alors que Sylvie, entrée sans un bruit dans le bureau, pose une main hésitante sur l'épaule de son mari. Philippe, dit-elle d'une voix étranglée, tu ne crois pas que tout cela pourrait avoir un lien avec Élise? Philippe se fige. L'idée absurde en apparence s'installe pourtant en lui avec une froideur inquiétante. Elle n'a plus rien, Sylvie. Ni argent, ni relation, ni personne pour la défendre. Elle a épousé un infirme sans le sou pour l'amour du ciel. Et pourtant, murmure Sylvie, le regard perdu vers la fenêtre, tout a commencé exactement le lendemain de ce mariage. Un silence pesant s'installe dans le bureau, chargé d'une inquiétude que Philippe refuse encore de nommer, mais qui malgré lui commence déjà à s'enraciner au plus profond de lui, l'intuition trouble presque irrationnelle, que la fille qu'il a reniée devant 200 témoins, pourrait bien d'une manière qu'il ne comprend pas encore tenir entre ses mains bien plus de pouvoir qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. 2 semaines plus tard, une invitation gravée sur un carton ivoire frappé du blason discret de la famille Lefebvre arrive par courrier spécial à l'appartement du quartier battant. Élise la découvre posée sur le paillasson un matin, encore incrédule devant l'élégance du papier, la finesse de l'écriture manuscrite qui orne l'enveloppe. Antoine, qu'est-ce que c'est? Antoine, occupé à son établi, se retourne et reconnaît immédiatement le sceau familial. C'est le bal annuel de ma grand-mère, dit-il avec un léger soupir. Yvonne Lefebvre organise chaque année une réception dans la propriété familiale à quelques kilomètres de la ville. Toute la haute société de la région s'y presse. Cela fait des années que je m'y fais représenter par Marc, prétextant des obligations professionnelles. Et cette année, dit Antoine en la regardant droit dans les yeux, il est temps que ma famille sache que je suis marié. Le soir du bal, une longue allée de gravier serpente à travers un parc soigneusement entretenu jusqu'au château Lefebvre, une bâtisse du XIXe siècle dont les hautes fenêtres illuminées projettent dans la nuit froide une lumière chaude et dorée. Des dizaines de voitures aux plaques élégantes stationnent devant le perron et des invités en tenue de soirée gravissent les marches de pierre sous les regards discrets d'un personnel stylé. Élise, vêtue d'une robe simple mais raffinée que Madame Bernadette a retouchée elle-même, avec un soin d'orfèvre, sent son cœur battre violemment, tandis qu'Antoine dans son fauteuil franchit avec elle le seuil du grand hall. Tout le monde va me dévisager, murmure-t-elle. Laisse-les faire, répond Antoine avec un calme qu'elle ne lui connaissait pas encore. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'intention de me cacher. À peine ont-ils franchi la porte que les conversations dans la grande salle de bal se figent progressivement, un murmure de stupeur parcourant l'assemblée à mesure que les invités reconnaissent non sans un choc visible le visage du président fantôme dont on chuchote le nom depuis des années sans jamais avoir pu l'associer à une silhouette précise. C'est alors qu'une femme d'un âge avancé mais dont le port altier et le regard perçant trahissent une autorité intacte s'avance à travers la foule qui s'écarte respectueusement sur son passage. Antoine, dit Yvonne Lefebvre d'une voix ferme chargée d'une émotion qu'elle contient avec peine. 6 ans que tu te caches derrière Marc Aubry à chacune de mes réceptions. Et voilà que tu apparais ce soir non seulement en personne mais accompagné d'une épouse dont personne dans cette famille n'a jamais entendu parler. Grand-mère, dit Antoine avec une déférence sincère, je vous présente Élise. Ma femme. Yvonne se tourne vers Élise, l'examinant d'un regard scrutateur, qui semble tout voir, tout jauger en l'espace de quelques secondes à peine. Élise soutient ce regard sans ciller malgré la nervosité qui lui noue l'estomac. Alors c'est vous la jeune femme qui a demandé mon petit-fils en mariage au bord d'un trottoir, dit Yvonne, un sourcil levé. Un murmure choqué parcourt les quelques invités assez proches pour avoir entendu ces mots. Élise sent le rouge lui monter aux joues mais elle refuse de baisser les yeux. C'est exact, madame. Je ne savais rien de sa fortune ni de son nom. Je savais seulement qu'il m'avait regardé ce soir-là comme un être humain quand toute ma propre famille venait de décider le contraire. Un silence tendu s'installe. Puis contre toute attente, Yvonne Lefebvre laisse échapper un rire bref, sincère, presque juvénile. Voilà une réponse honnête, dit-elle. Chose rare dans cette salle remplie de flatteurs. Elle se tourne vers Antoine, la voix soudain plus douce. Elle a du caractère, ton épouse. C'est bon signe. Un peu plus tard dans la soirée, alors que les invités se pressent autour des tables dressées avec un raffinement extrême, une agitation nouvelle traverse la salle. Élise, en s'approchant discrètement d'Antoine pour lui rapporter une coupe de champagne, aperçoit une silhouette familière qui vient de franchir les grandes portes du hall. Philippe et Sylvie Girard, accompagnés de Manon vêtue d'une robe somptueuse, viennent d'entrer, visiblement obtenue grâce à une invitation empruntée par relation. Le visage de Philippe est marqué par une tension à peine dissimulée sous un sourire de façade.
Je n'arrive pas à croire qu'ils aient osé venir ici, murmure Élise la gorge serrée. Leur entreprise s'effondre, répond Antoine à voix basse. Ils espèrent probablement se faire bien voir de ma grand-mère pour obtenir une forme de clémence. Effectivement, quelques minutes plus tard, Philippe Girard s'approche d'Yvonne Lefebvre avec une politesse excessive, presque servile, tandis que Manon, elle, se dirige droit vers Antoine et Élise avec un sourire qui ne trompe personne. Élise, quelle surprise de te trouver ici, susure Manon, feignant une affection qu'elle n'a jamais eue. Et monsieur Lefebvre, c'est bien cela, je dois dire que je suis impressionnée. Ma sœur a toujours eu un instinct de survie remarquable. Manon coupe Élise froidement, épargne-nous tes politesses. Manon ignore la remarque et se tourne vers Antoine avec une intensité calculée. Vous savez, monsieur Lefebvre, on m'a dit que vous appréciez particulièrement la musique. Justement, j'ai préparé une petite surprise pour ce soir en hommage à votre grand-mère. Une composition personnelle à laquelle je tiens énormément. Elle s'éloigne vers l'estrade où un violon repose déjà sur son support, non sans avoir lancé en passant un dernier regard méprisant à Élise. Un peu plus tard, alors que Julien Marchand tente lui aussi de s'approcher discrètement d'Élise à l'écart de la foule, profitant d'un instant où Antoine discute avec Marc près du buffet. Élise, murmure-t-il, il n'est pas trop tard. Écoute-moi. Tu es mariée à un homme qui possède plus d'argent que tu ne l'imagines. Une petite signature, un simple accès à ses comptes, et je pourrais tout arranger entre nous, effacer le passé. Tu me dégoûtes, Julien, répond Élise, la voix tranchante. Tu as volé mon argent, trahi ma confiance, et tu oses encore me proposer de trahir mon propre mari. Réfléchisse bien, insiste-t-il, le ton plus dur. Le vent tourne vite dans ce genre de milieu. Aujourd'hui tu es l'épouse choyée. Demain, qui sait? Demain, répond Élise en le fixant droit dans les yeux, je serai toujours du côté de celui qui m'a regardé avec respect quand tu m'as toi jeté dans la boue. Maintenant, écarte-toi de mon chemin. Elle s'éloigne, la tête haute, laissant Julien seul, la rage et l'humiliation se disputant son visage crispé. Non loin de là, Yvonne Lefebvre, qui a observé toute la scène depuis un coin discret de la salle, s'approche d'Élise avec une expression nouvelle empreinte d'un respect grandissant. Vous venez de refuser sous mon toit une proposition qui aurait suffi à convaincre bien des femmes de cette assemblée, dit-elle doucement. Je n'ai jamais recherché la fortune de votre petit-fils, madame, répond Élise avec une sincérité désarmante. Je recherche simplement depuis toujours un endroit où l'on m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je peux apporter. Yvonne l'observe longuement, puis dans un geste que personne dans la salle n'aurait pu anticiper, elle ôte lentement de son propre doigt une bague ancienne, sertie d'une pierre sombre, dont le poids semble porter en lui des générations entières d'histoire familiale. Cette bague, dit-elle en la tendant à Élise, n'a jamais été transmise à une épouse choisie par convenance. Elle revient toujours dans notre famille à celle qui possède la main la plus forte. Ce soir, Élise, je crois avoir enfin trouvé à qui elle appartient. Élise, bouleversée, reçoit la bague entre ses mains tremblantes, tandis qu'à quelques mètres de là, Manon, qui vient d'assister à toute la scène, sent son sourire se figer, lentement remplacé par une lueur de rage froide et calculatrice, la certitude désormais que la soirée qu'elle avait, soigneusement préparée pour éblouir cette même assemblée, est en train sous ses yeux de lui échapper complètement. L'estrade installée au fond de la grande salle du château Lefebvre s'illumine soudain d'un projecteur discret, tandis qu'un maître de cérémonie annonce de sa voix posée et solennelle l'intermède musical de « soirée ». Mesdames et messieurs, en l'honneur de notre hôtesse Madame Yvonne Lefebvre, veuillez accueillir Mademoiselle Manon Girard qui interprétera ce soir une composition personnelle. Un silence respectueux s'installe dans la salle, tandis que Manon, vêtue de sa robe émeraude, s'avance vers l'estrade avec l'assurance calculée de quelqu'un qui a répété mentalement chaque geste de cette entrée depuis des semaines. Elle saisit le violon posé sur son support, le cale sous son menton avec une élégance étudiée et laisse planer un instant de silence avant de porter l'archet aux cordes. Les premières notes s'élèvent fragiles, mélancoliques, empreintes d'une beauté presque troublante, une mélodie que Manon présente d'un sourire modeste comme le fruit de son propre talent. Antoine sent Élise se raidir à ses côtés, son visage, se figeant peu à peu sous l'effet d'une stupeur mêlée d'indignation. « Qu'y a-t-il » murmure-t-il. Cette mélodie, souffle Élise, la voix tremblante de colère contenue. « C'est la mienne. C'est moi qui l'ai composée à l'âge de 9 ans. » Les dernières notes de l'introduction s'éteignent doucement et un tonnerre d'applaudissements polis salue la performance. Manon s'incline visiblement satisfaite avant de relever la tête pour recevoir les compliments qu'elle s'est déjà acquis. C'est alors qu'Élise, rassemblant tout son courage, s'avance à travers la foule sous le regard surpris des invités. « Cette musique n'est pas de vous » dit-elle d'une voix claire qui porte loin dans le silence retombé. Un murmure choqué parcourt l'assemblée.
Manon se fige, le sourire encore figé sur son visage avant de le laisser lentement se transformer en un rictus glacial. Je te demande pardon. Cette composition s'intitule L'aube retrouvée, poursuit Élise, la voix tremblante mais résolue. Je l'ai écrite quand j'avais 9 ans dans le petit atelier de mon père. Et ce que vous venez tous d'entendre n'est que l'introduction, la partie la plus simple. La véritable œuvre comporte un second mouvement bien plus complexe que Manon n'a jamais su interpréter parce qu'elle ne l'a jamais réellement appris. C'est ridicule, siffle Manon, la voix montant dans les aigus. Cette fille ment pour attirer l'attention comme toujours. Alors prouve-le, rétorque Élise. Joue le second mouvement devant tout le monde maintenant. Un silence de plomb s'abat sur la salle. Manon reste immobile, le violon toujours serré entre ses mains, incapable de masquer plus longtemps la panique qui envahit peu à peu son regard. C'est à cet instant précis qu'une voix nouvelle, ferme et empreinte d'une autorité incontestable, s'élève depuis l'entrée de la salle. Je peux répondre à cette question, dit une femme d'un certain âge, élégamment vêtue de noir, qui s'avance à présent au centre de l'attention générale. Madame Solange Perrin, murmure quelqu'un dans la foule incrédule. La grande professeure du Conservatoire de Paris, elle-même, confirme la femme en s'approchant de l'estrade. J'ai enseigné le violon pendant 40 ans dans les institutions les plus prestigieuses de ce pays. J'ai formé des solistes, des prodiges, des enfants de ministres et de grandes familles. Et en 40 années de carrière, je n'ai rencontré qu'une seule fois un talent véritablement exceptionnel. Elle se tourne lentement vers Élise, un sourire empreint d'une tendresse ancienne éclairant son visage. Ce n'était ni à Paris ni dans une grande école. C'était dans un petit village d'Auvergne, où vivait une enfant de 9 ans qui avait entendu un jour à travers la fenêtre d'un voisin, un enregistrement de mes propres élèves, et qui avait sans aucune leçon composé une réponse, musicale d'une maturité stupéfiante. Cette enfant s'appelait Élise Girard. Un silence stupéfait s'installe dans la salle entière. Des années plus tard, poursuit Madame Perrin, une famille fortunée de Besançon m'a supplié de prendre en charge l'éducation musicale de leur fille. J'ai refusé. D'abord, la jeune fille en question avait des mains habiles mais aucune âme véritable dans son jeu. Puis j'ai appris qui était réellement caché derrière cette famille, et j'ai accepté, non par égard pour les parents, mais dans l'espoir secret qu'à travers cette porte entr'ouverte, je pourrais un jour atteindre la véritable enfant prodige qu'il dissimulait. Elle se tourne vers Manon, dont le visage a perdu toute couleur. Manon Girard, devant cette assemblée, je le déclare solennellement, vous n'êtes plus mon élève à compter de ce soir. Ne prononcez plus jamais mon nom. Manon, prise de panique, laisse tomber le violon qui heurte le sol dans un bruit sourd et discordant. Philippe Girard, livide, s'avance pour tenter de contenir le scandale, mais c'est trop tard, la vérité désormais s'est répandue dans toute la salle comme une traînée de poudre. C'est à cet instant qu'un homme âgé vêtu d'un costume sobre s'approche discrètement d'Yvonne Lefebvre et lui glisse une enveloppe à la main. Yvonne, fronçant les sourcils, l'ouvre, parcourt rapidement son contenu et son visage habituellement si maîtrisé se décompose lentement sous l'effet d'un choc profond. Maître Rocher, dit-elle d'une voix altérée en se tournant vers le vieil homme notaire de la famille depuis des décennies, êtes-vous certain de ces informations? Absolument certain, madame. Nous avons reçu ce dossier ce matin même à la suite d'une enquête généalogique demandée par monsieur Aubry sur ordre de votre petit-fils. Antoine, surpris, échange un regard avec Marc qui hoche discrètement la tête, confirmant avoir lancé cette enquête sans en informer encore Antoine du résultat. Yvonne se tourne alors vers l'assemblée, la voix tremblante mais résolue, portant loin dans le silence pesant de la grande salle. Il semblerait, dit-elle, que cette soirée nous réserve encore une révélation. Selon les actes officiels retrouvés ce jour, Manon Girard n'a jamais été légalement adoptée par une filiation ordinaire. Son acte de naissance original révèle qu'elle est la fille biologique née hors mariage de Bertrand Lefebvre. Un cri d'horreur collectif traverse la salle. Antoine sent tout son corps se glacer d'un coup comme frappé par une décharge électrique. « Mon oncle », murmure-t-il incrédule. « Votre oncle », confirme Yvonne, le visage désormais dur comme la pierre. Cela signifie que Bertrand a depuis des années orchestré méthodiquement l'introduction de sa fille illégitime dans le cercle des Girard, précisément pour qu'elle puisse un jour s'approcher de notre famille sous couvert d'une amitié de convenance, dans l'unique but, je le comprends à présent, de préparer une éventuelle revendication d'héritage sur la manufacture Lefebvre dans l'hypothèse où Antoine ne survivrait pas à certaines circonstances. Les yeux d'Antoine se posent lentement sur Manon, dont le visage désormais dépouillé de toute arrogance ne reflète plus qu'une terreur nue. « Tu savais, dit-il d'une voix basse à peine audible. Tu savais qui était vraiment ton père et tu savais ce qu'il avait fait. Je ne savais rien de précis, bredouille Manon, la voix brisée. Il m'a seulement dit qu'un jour ma véritable famille me reviendrait. Qu'il fallait seulement être patiente, gagner la confiance des Lefebvre.
Philippe Girard effondré s'appuie contre un pilier incapable de prononcer un seul mot tandis que Sylvie en larmes détourne le regard incapable de soutenir plus longtemps le poids de tant de mensonges accumulés. Antoine le regard toujours fixé sur Manon sent une vague de colère froide monter en lui non plus seulement pour lui-même, mais pour Élise humiliée pendant des années par une famille entière, manipulée sans le savoir par les intérêts obscurs d'un homme qu'il croyait connaître depuis toujours 6 ans, murmure-t-il enfin la voix tremblante d'une émotion contenue depuis trop longtemps. 6 ans que mon propre oncle prépare dans l'ombre la suite d'un crime qu'il a déjà commencé sur ce pont. Élise à ses côtés pose sa main sur son épaule sentant sous ses doigts la tension d'un corps entier traversé par une révélation qui dépasse de loin tout ce qu'elle-même avait pu imaginer en ce début de soirée. Antoine murmure-t-elle doucement, il est temps que la vérité, toute la vérité éclate enfin au grand jour. Dans la grande salle du château Lefebvre sous les lustres étincelants qui n'ont jamais éclairé une soirée aussi bouleversante, un silence pesant, s'installe le silence particulier des instants où une famille entière comprend en un éclair que les fondations mêmes sur lesquelles elle croyait s'être construites viennent en quelques minutes à peine de s'effondrer sous le poids d'une trahison bien plus vaste que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le silence dans la grande salle du château Lefebvre se prolonge encore quelques secondes comme suspendu au bord d'un abîme, avant qu'Yvonne Lefebvre ne reprenne la parole, la voix tranchante, malgré le tremblement à peine perceptible qui trahit l'ampleur du choc qu'elle vient elle-même d'encaisser. Monsieur Girard, dit-elle en se tournant vers Philippe toujours appuyé contre le pilier de marbre, le teint livide, je crois que cette soirée touche à sa fin pour votre famille. Madame Lefebvre, je vous en supplie, bredouille Philippe s'avançant maladroitement vers elle, les mains tremblantes. Je jure devant Dieu que je n'étais au courant de rien concernant l'identité réelle de Manon. On me l'a présentée comme une enfant orpheline issue d'une famille éloignée. Peu m'importe ce que vous saviez ou ignoriez, coupe Yvonne d'une voix glaciale. Ce qui m'importe, c'est ce que vous avez fait en toute connaissance de cause à votre propre fille de sang, celle-là même qui se tient aujourd'hui devant moi mariée à mon petit-fils, portant sur son visage les stigmates de 20 années d'humiliation systématique. Elle se tourne alors vers Élise et sa voix sans perdre de sa fermeté s'adoucit imperceptiblement. Ma chère enfant, je regrette sincèrement de ne pas avoir su plus tôt sous quel toit vous avez grandi. Élise, encore bouleversée par la succession de révélations qui viennent de s'abattre sur l'assemblée, hoche simplement la tête, incapable pour l'instant de trouver les mots justes. Philippe, sentant le sol se dérober définitivement sous ses pieds, se tourne alors vers Antoine, avec une expression proche de la panique. Monsieur Lefebvre, je vous en conjure, pensez à mon entreprise, à mes employés, à toutes les familles qui dépendent de Girard Logistique pour vivre. Quoi que vous pensiez de moi personnellement, ne les punissez pas eux pour mes erreurs. Antoine le regarde longuement, le visage impassible, avant de répondre d'une voix posée, mais sans la moindre trace de compassion. Vos employés ne paieront pas pour vos erreurs, monsieur Girard. Je m'assurerai personnellement que la reprise de vos contrats une fois votre entreprise dissoute ou rachetée préserve chaque poste concerné. Mais vous en revanche porterez seul le poids de ce que vous avez fait à cette femme. Il marque une pause avant d'ajouter, la voix chargée d'une froideur implacable. Vous avez traité votre propre fille comme une malédiction, à dissimuler un secret honteux relégué à la campagne pendant que vous éleviez sous votre toit l'enfant illégitime de l'homme qui a un jour tenté de m'assassiner. L'ironie de la situation, monsieur Girard, ne vous échappe certainement pas. Un murmure parcourt l'assemblée mêlant stupeur et un malaise grandissant. Sylvie en larmes s'approche timidement d'Élise, une dernière tentative désespérée de réconciliation dans le regard. Élise, ma chérie, je suis tellement... Ne m'appelez pas ainsi, coupe Élise, la voix tremblante mais ferme. Vous avez eu 20 ans, maman, car oui, je continuerai à vous appeler ainsi, ne serait-ce qu'une dernière fois pour vous rappeler ce que vous auriez pu être 20 ans pour choisir votre propre fille plutôt que le confort d'un mensonge. Vous ne l'avez jamais fait. Ce soir, il est trop tard. Sylvie recule, le visage défait, incapable de trouver la moindre réponse à opposer à cette vérité qu'elle sait au fond d'elle-même parfaitement méritée. C'est alors que Manon, encore figée près de l'estrade, tente une dernière manœuvre désespérée. Attendez, dit-elle en s'avançant vers Antoine, la voix brisée mais retrouvant peu à peu un semblant d'aplomb calculé. Je ne suis pour rien dans les crimes de Bertrand Lefebvre. Je n'ai jamais rencontré cet homme avant l'âge de 6 ans. Je ne mérite pas d'être jugé pour des actes que je n'ai jamais commis moi-même. Antoine l'observe un long moment, pesant intérieurement la sincérité ou l'absence de sincérité de cette dernière plaidoirie. Peut-être avez-vous raison, Manon, dit-il enfin. Peut-être n'êtes-vous vous aussi qu'une victime de plus dans la longue liste des manipulations orchestrées par mon oncle. Mais le vol d'une œuvre musicale, lui, n'a rien à voir avec votre naissance.
Cela vous l'avez choisi vous-même année après année en effaçant délibérément le talent véritable d'une sœur que vous saviez pertinemment innocente de tout tort envers vous. Manon baisse les yeux incapable de répondre. Quant à votre rôle dans les manœuvres de Bertrand, ajoute Antoine, mes équipes juridiques détermineront prochainement ce que vous saviez précisément et depuis quand. En attendant, je vous conseille vivement à vous comme à toute votre famille de quitter cette propriété. 2 membres du personnel de sécurité du château, discret mais ferme, s'avancent alors vers les Girard, les escortant vers la sortie sous les regards silencieux et pesants de l'assemblée entière. Philippe, en passant devant Antoine, tente une ultime tentative de dignité blessée. Vous croyez avoir gagné Lefebvre, murmure-t-il. Mais la roue tourne toujours dans ce genre d'histoire. La roue a tourné ce soir, monsieur Girard, répond Antoine avec un calme absolu. Et elle s'est arrêtée exactement là où elle devait s'arrêter depuis longtemps. Les Girard disparaissent enfin dans la nuit sous le crissement du gravier de l'allée, tandis que la porte principale du château se referme lentement derrière eux, comme pour sceller symboliquement l'exclusion définitive de cette famille du cercle restreint de la haute société de Besançon. Un peu plus tard, alors que l'agitation retombe peu à peu dans la grande salle et que les invités reprennent avec une gêne palpable le fil interrompu de leur conversation mondaine, Yvonne Lefebvre entraîne Antoine et Élise à l'écart dans un petit salon attenant où crépite un feu de cheminée. Il faut agir vite, dit-elle sans préambule, la voix redevenue celle d'une femme d'affaires aguerrie plutôt que celle d'une grand-mère émue. Bertrand doit ignorer pour l'instant que nous avons découvert la vérité sur Manon. Si nous précipitons les choses, il pourrait disparaître avant que la justice ne puisse l'atteindre. Vous avez raison, grand-mère, répond Antoine, le visage grave. Marc a déjà commencé à rassembler des preuves depuis plusieurs mois, les documents bancaires liés au versement fait à Louis après l'accident, les témoignages du garagiste qui a examiné le véhicule cette nuit-là. Il ne manque qu'un dernier maillon pour boucler entièrement le dossier. Alors trouvez-le, dit Yvonne avec une détermination froide, tout en portant instinctivement la main à sa poitrine comme si la trahison de son propre fils lui infligeait une douleur physique bien réelle. Bertrand a tenté de tuer mon petit-fils il y a 6 ans. Je ne laisserai pas passer une seconde tentative, quelle qu'en soit la forme. Élise, silencieuse jusque-là, prend alors la parole, la voix empreinte d'une inquiétude sincère. Vous croyez qu'il pourrait recommencer? Un silence pesant s'installe dans le petit salon. Antoine échange un regard grave avec sa grand-mère, tous deux conscients sans oser le formuler à voix haute que la découverte publique de la véritable identité de Manon ne fera très probablement que précipiter les prochaines actions, désespérées d'un homme qui n'a jusqu'à présent jamais reculé devant rien pour préserver ses ambitions. Nous devons être prudents, dit enfin Antoine, la voix basse. Extrêmement prudents. Dehors dans le parc du château, la nuit d'hiver s'est refermée sur les derniers invités regagnant leur voiture, laissant derrière eux une propriété silencieuse illuminée encore de quelques fenêtres éclairées où 3 personnes, réunies autour d'un feu de cheminée, savent désormais que le plus dangereux chapitre de cette histoire commence à peine, et qu'ils pourraient cette fois ne laisser à aucun d'entre eux la moindre marge d'erreur. Quelques jours après le bal, un froid sec s'installe durablement sur Besançon, transformant les flaques du quartier battant en un fin miroir de glace craquelé sous les pas des rares passants encore dehors à cette heure tardive. Dans la petite chambre, Élise s'éveille en pleine nuit, tirée de son sommeil par un bruit qu'elle reconnaît désormais trop bien, un gémissement étouffé contenu à grand-peine provenant du lit voisin. Elle se redresse, le cœur serré, et découvre Antoine, le visage baigné de sueur malgré le froid ambiant, une main crispée sur sa propre cuisse, l'autre serrant si fort le bord du matelas que ses jointures en blanchissent. Antoine, pas de réponse immédiate. Seulement une respiration hachée contrôlée avec un effort visible, comme un homme qui refuse même dans la douleur la plus intense de laisser transparaître la moindre faiblesse. Élise se lève, s'approche du lit, et c'est alors qu'elle aperçoit à la faible lueur de la lune filtrant par la fenêtre quelque chose qui la glace instantanément, un mince filet de sang qui coule le long de la paume d'Antoine, là où ses ongles se sont enfoncés profondément dans sa propre chair. Mon Dieu, Antoine, tu saignes. Elle se précipite vers lui, mais Antoine détourne brusquement la tête, la voix rauque presque suppliante. Va te recoucher, Élise. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, s'exclame-t-elle, la panique perçant sous sa voix. Le docteur Lemoine m'a prévenu il y a des semaines que certains patients dans ta situation développent, parfois une habitude dangereuse, se blesser volontairement pour faire diversion contre une douleur plus profonde, plus insupportable. Encore. Antoine ferme les yeux, incapable cette fois de nier plus longtemps l'évidence. Tu ne comprends pas, murmure-t-il, la voix brisée. Depuis 6 ans, cette douleur revient chaque nuit comme un incendie qui ne s'éteint jamais complètement. Et parfois la seule manière que j'ai trouvée pour la rendre supportable, c'est de créer une autre douleur, une douleur que je peux moi contrôler.
Non, dit Élise fermement en saisissant délicatement sa main blessée entre les siennes. Non, Antoine. Nous n'allons pas continuer ainsi. Plus jamais. Elle se lève, quitte précipitamment la chambre et revient quelques instants plus tard avec une trousse de premiers secours empruntée à Madame Bernadette qu'elle utilise pour nettoyer et panser la blessure avec des gestes tremblants, mais déterminés. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit à quel point c'était grave, demande-t-elle doucement tout en achevant le pansement. Parce que j'ai honte, Élise, avoue-t-il enfin, la voix à peine audible. Honte d'être un homme qui possède tant de richesses, tant de pouvoir, et qui pourtant se retrouve chaque nuit aussi impuissant qu'un enfant face à sa propre douleur. Comment pourrais-je te demander de porter en plus du reste le poids de cette faiblesse? Élise pose délicatement sa main sur sa joue, l'obligeant doucement à la regarder dans les yeux. Écoute-moi bien, Antoine. Je ne t'ai pas épousé pour un homme parfait, invulnérable, capable de tout affronter seul. Je t'ai épousé pour l'homme qui, malgré toute sa propre souffrance, a trouvé la force un soir de pluie de s'approcher d'une inconnue brisée sur un trottoir. Cet homme-là mérite lui aussi d'être porté par quelqu'un à son tour. Tu ne devrais pas avoir à porter ça, murmure-t-il, les yeux brillants de larmes contenues. Nous allons le porter ensemble, corrige-t-elle avec une fermeté douce. À partir de ce soir, plus aucune porte fermée entre nous. Plus aucun silence. Chaque fois que la douleur reviendra, tu me réveilleras, tu me parleras, tu me laisseras t'aider, même si cela ne peut qu'atténuer un peu sans jamais tout guérir. Un long silence s'installe, chargé d'une émotion trop vaste pour être immédiatement exprimée. Puis lentement Antoine hoche la tête. Je te le promets, dit-il enfin, la voix tremblante mais sincère. Et moi je te promets, ajoute Élise en resserrant sa main autour de la sienne, que quel que soit le combat qui nous attend encore, ton oncle Manon, tout ce que le passé peut encore nous réserver, nous l'affronterons ensemble. Jamais plus seuls. Le lendemain matin, une atmosphère différente règne dans la petite chambre du quartier battant, comme si la nuit précédente, malgré sa douleur, avait scellé entre les deux époux un pacte silencieux plus profond que tous les mots échangés, jusqu'alors. C'est en fin de matinée que Louis Bertin frappe à la porte, le visage marqué par une tension visible différente de celle coupable et honteuse qu'il habitait quelques semaines plus tôt. « Il faut que je te parle, Antoine, dit-il d'une voix ferme, presque solennelle. Tout de suite. » Antoine, surpris par cette détermination inhabituelle, l'invite à entrer. Louis s'assoit, les mains jointes, respirant profondément avant de reprendre la parole. Depuis que je t'ai avoué il y a quelques semaines ce que j'ai vu la nuit de ton accident, je n'ai cessé de repenser à ces 6 années de silence. Et j'ai compris quelque chose cette nuit même en rentrant chez moi après le bal, quelque chose que je n'avais jamais osé m'avouer pleinement. Quoi donc, demande Antoine attentif. J'ai gardé le silence par peur, oui. Mais aussi, je crois, par une forme de lâcheté plus profonde encore, celle de croire que la vérité, une fois révélée, détruirait tout ce qui nous restait à toi comme à moi. J'ai regardé Élise ce soir-là défendre bec et ongle la mémoire de son père, affronter publiquement sa propre famille, refuser catégoriquement l'argent que Julien lui proposait pour te trahir, et j'ai compris enfin que le courage n'est pas l'absence de peur, Antoine. C'est la capacité à dire la vérité malgré elle. Il sort alors de la poche intérieure de sa veste une enveloppe usée qu'il tend à Antoine d'une main légèrement tremblante. Voici tout ce que j'ai gardé en secret depuis 6 ans. Le nom du garagiste qui a examiné ta voiture cette nuit-là et qui a immédiatement remarqué que les câbles avaient été sectionnés à la lame non usée par le temps. Une copie du document que Bertrand m'a fait signer avec sa propre signature en bas de page. Et l'adresse en Suisse où le mécanicien a été discrètement relogé après avoir accepté lui aussi un généreux silence financier. Antoine saisit l'enveloppe, les mains tremblantes, parcourant rapidement les documents qu'elle contient, la preuve tangible irréfutable de ce qu'il redoutait depuis des semaines, sans pouvoir encore totalement l'avouer. Louis, murmure-t-il, la voix brisée par une émotion qu'il peine à contenir, tu risques ta liberté en me remettant ceci. Ta complicité, même contrainte, pourrait te valoir des poursuites. Je le sais, répond Louis avec un calme nouveau, presque libérateur. Mais je préfère affronter la justice des hommes plutôt que de continuer à vivre sous le poids d'un mensonge qui te ronge toi chaque nuit bien plus sûrement que la douleur de tes jambes. Un silence solennel s'installe entre les deux amis. Puis lentement Antoine tend la main vers Louis qui la saisit avec une gratitude visible. Merci, dit simplement Antoine, la voix pleine d'une émotion qui dépasse de loin la simple reconnaissance. Ne me remercie pas encore, répond Louis, le regard soudain assombri par une inquiétude nouvelle. Parce que maintenant que la vérité commence à sortir de l'ombre, Bertrand va comprendre tôt ou tard que le silence qu'il croyait avoir acheté ne tiendra plus très longtemps. Et un homme comme lui acculé devient bien plus dangereux qu'un homme simplement puissant. Dehors, un vent glacial s'engouffre dans les ruelles étroites du quartier,
battant tandis qu'à l'intérieur de la petite chambre 3 personnes désormais unies par la même vérité, Antoine, Élise et Louis, enfin libérés de son fardeau, comprennent sans avoir besoin de le formuler à voix haute que l'heure du dénouement final, aussi périlleux soit-il, ne saurait plus tarder. Le lendemain, dans les bureaux discrets d'un cabinet d'avocats du centre de Besançon, Antoine, Élise, Marc Aubry et Louis se réunissent autour d'une longue table de bois sombre face à Maître Delcroix, l'avocat de confiance de la manufacture Lefebvre depuis près de 20 ans. Les preuves que vous m'avez transmises sont accablantes, dit Maître Delcroix en refermant lentement le dossier posé devant lui. Le témoignage écrit de M. Bertin, le document signé de la main même de Bertrand Lefebvre, la localisation du mécanicien en Suisse, tout cela correctement présenté devant un juge d'instruction, suffira amplement à ouvrir une procédure pour tentative d'homicide. Combien de temps, demande Antoine, la voix tendue. Si nous déposons plainte dès aujourd'hui, une audition préliminaire pourrait être organisée d'ici quelques jours. Mais je dois vous prévenir, monsieur Lefebvre, dès l'instant où votre oncle recevra la convocation officielle, il saura que le silence qu'il a acheté a cédé. Un homme de son influence dispose encore de nombreux moyens pour tenter d'échapper à la justice, ou pire, pour tenter de faire disparaître les derniers témoins encore en vie. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Louis, assis un peu à l'écart, baisse les yeux, conscient d'être à présent l'un de ces témoins que Maître Delcroix vient d'évoquer avec tant de gravité. Nous devons agir vite mais intelligemment, reprend Marc. Je propose que nous organisions une protection discrète autour de M. Bertin ainsi qu'autour d'Antoine lui-même dès le dépôt de la plainte. Et Manon, demande Élise, la voix hésitante. Que va-t-il lui arriver? Maître Delcroix consulte brièvement ses notes. L'enquête déterminera précisément son degré d'implication. À ce stade, rien ne prouve qu'elle ait eu connaissance du complot visant votre époux. Mais le vol de propriété intellectuelle lui est parfaitement documenté grâce au témoignage public de Madame Perrin. Cela suffira à minima à des poursuites civiles. Antoine hoche lentement la tête, le regard sombre perdu dans ses pensées. Faites le nécessaire, maître. Déposez la plainte aujourd'hui même. Cet après-midi-là, dans son bureau cossu du siège de Girard Holdings, le nom qu'a pris discrètement l'entreprise créée par Bertrand Lefebvre, voici près de 15 ans, pour dissimuler ses liens véritables avec la famille, Lefebvre Bertrand reçoit un appel qui fait pâlir instantanément son visage habituellement impassible. Une plainte pour tentative d'homicide, répète-t-il d'une voix blanche tandis que son avocat personnel à l'autre bout du fil lui détaille les charges retenues contre lui. Sur la base de quel témoignage? Un certain Louis Bertin, monsieur. Ainsi qu'un dossier de preuves matérielles apparemment très complet. Bertrand raccroche brutalement, le souffle court, la rage et la panique se disputant son visage. Il reste un long moment immobile, les mains posées à plat sur son bureau, avant de composer d'un geste rapide un numéro qu'il n'a plus utilisé depuis des années. C'est moi, dit-il d'une voix basse, presque un murmure, lorsque son interlocuteur décroche enfin. J'ai besoin d'un service. Un dernier service, et je vous garantis que vous ne m'entendrez plus jamais. Le soir même, Louis, encore troublé par la tension de la journée, rentre chez lui à pied à travers les rues désertes du centre-ville, lorsqu'une voiture noire ralentit soudain à sa hauteur, la vitre teintée se baissant lentement pour révéler le visage glacial de Bertrand Lefebvre, lui-même. Monsieur Bertin, dit Bertrand d'une voix d'une politesse glaçante. Quelle coïncidence de vous croiser ainsi. Louis se fige, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai rien à vous dire, monsieur Lefebvre. Vraiment 6 années de silence et soudain vous décidez de tout révéler précisément maintenant, précisément à mon neveu. Je me demande ce qui a bien pu motiver un revirement aussi spectaculaire. La vérité, répond Louis, rassemblant tout son courage malgré le tremblement visible de ses mains. J'aurais dû la dire il y a 6 ans. Je ne referai pas la même erreur une deuxième fois. Un silence tendu s'installe, seulement rompu par le ronronnement discret du moteur de la voiture. Réfléchissez bien, monsieur Bertin, dit enfin Bertrand, la voix soudain plus dure. Les hommes qui choisissent de témoigner contre moi n'ont pas historiquement connu des existences très paisibles par la suite. Est-ce une menace? C'est un conseil amical, répond Bertrand avec un sourire glacial, avant de faire remonter la vitre et de s'éloigner dans la nuit, laissant Louis seul sur le trottoir, tremblant, mais étrangement plus déterminé que jamais à ne pas céder à l'intimidation. Le lendemain matin, Louis se précipite à l'appartement du quartier battant pour rapporter cette rencontre à Antoine, le visage encore marqué par l'angoisse de la veille. Il sait que c'est moi, dit-il d'une voix pressée. Il m'a directement menacé hier soir. Antoine sent une vague de colère froide traverser tout son être. Il ne te touchera pas, Louis. Je te le promets. Marc a déjà organisé une protection rapprochée autour de toi dès ce matin.
Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, avoue Louis, la voix soudain tremblante d'une inquiétude différente. C'est pour toi, Antoine. Un homme acculé qui sent que tout ce qu'il a construit sur le mensonge est en train de s'effondrer devient capable de n'importe quoi. Tu dois être extrêmement prudent dans les prochains jours. Élise, qui a écouté toute la conversation en silence, s'approche, le visage pâle d'inquiétude. Antoine, tu as une audition prévue avec le juge d'instruction demain matin, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous reporter ou au moins renforcer davantage encore la sécurité du trajet. Nous avons déjà attendu 6 ans de trop, Élise, répond Antoine avec une détermination tranquille. Je ne laisserai pas la peur retarder une fois de plus le moment où justice sera enfin rendue, ni pour moi, ni pour mon père d'adoption, ni pour toi. Il prend délicatement la main d'Élise entre les siennes. Marc a organisé un véhicule blindé, un chauffeur de confiance, un itinéraire discret. Tout sera fait dans les règles de la plus stricte prudence. Je viendrai avec toi, dit fermement Élise. Élise. Je viendrai avec toi. Antoine, répète-t-elle, la voix ne laissant place à aucune contestation. Nous avons promis il y a quelques nuits à peine de ne plus jamais affronter les épreuves séparément. Je compte bien tenir cette promesse, quelle qu'en soit la difficulté. Antoine la regarde longuement, une émotion profonde se lisant dans son regard avant de hocher lentement la tête. Cette nuit-là, alors que la ville de Besançon s'endort une fois de plus sous un ciel étoilé et glacial, Louis reste éveillé dans son propre appartement, incapable de trouver le sommeil, hanté par les mots glacials de Bertrand, résonnant sans cesse dans son esprit. Vers minuit, n'y tenant plus, il enfile une veste chaude et sort marcher dans les rues désertes, espérant que l'air froid apaise un peu l'angoisse sourde qui lui noue l'estomac depuis la veille. C'est en passant presque par hasard devant le petit garage situé en contrebas de l'immeuble où Antoine gare habituellement son véhicule adapté qu'il aperçoit une silhouette suspecte penchée sous le châssis d'une voiture, qu'il reconnaît immédiatement. Le cœur battant, Louis se fige dans l'ombre d'un Porsche voisin, retenant son souffle tandis que l'inconnu vêtu de sombre termine rapidement ce qu'il semble être en train de faire sous le véhicule avant de s'éclipser, silencieusement, dans une ruelle adjacente. Louis reste un long moment paralysé par la peur avant que son instinct, cette fois plus fort que sa lâcheté passée, ne le pousse enfin à agir. Il sort son téléphone les mains tremblantes et compose fébrilement le numéro d'Antoine. Antoine, dit-il d'une voix haletante, dès que la communication s'établit, n'utilise surtout pas ta voiture demain matin. Je viens de voir quelqu'un s'en prendre au véhicule. Je crois qu'ils ont recommencé. À l'autre bout du fil, un silence glacial accueille cette révélation, le silence particulier des instants, où l'on comprend avec une certitude terrifiante que le passé, loin d'être enfin refermé, s'apprête à se répéter une seconde fois avec une violence peut-être plus grande encore que la première. La communication reste un instant silencieuse, seulement traversée par la respiration haletante de Louis à l'autre bout du fil. Puis la voix d'Antoine, étrangement calme malgré la gravité de la nouvelle, reprend enfin la parole. Reste où tu es, Louis. Ne bouge pas, n'approche de personne. J'appelle immédiatement Marc et la police. Antoine, je suis désolé, bredouille Louis, la voix encore tremblante. J'aurais dû rester éveillé, plutôt surveiller davantage. Tu viens peut-être de nous sauver la vie, coupe Antoine avec une fermeté qui ne laisse place à aucun doute. Ne te blâme pas. Reste en sécurité. Le lendemain matin, malgré les recommandations pressantes de Marc et des enquêteurs dépêchés sur place, dès l'aube, Antoine insiste pour se rendre à l'audition prévue avec le juge d'instruction, refusant catégoriquement de céder, une fois de plus, à l'intimidation. Le véhicule habituel a été examiné, confirme Marc, le visage grave, en retrouvant Antoine et Élise devant l'immeuble du quartier battant. Les techniciens ont découvert un dispositif de sabotage sur le système de freinage presque identique dans sa méthode à celui utilisé il y a 6 ans. Nous utiliserons le véhicule de secours avec une escorte renforcée. Bertrand devient désespéré, murmure Antoine, le regard sombre. C'est bon signe d'une certaine manière. Cela signifie qu'il sait désormais que le temps lui est compté. C'est aussi ce qui le rend le plus dangereux, rappelle Marc avec une gravité appuyée. Élise, silencieuse jusque-là, resserre sa main dans celle d'Antoine, le regard déterminé malgré la peur sourde qui l'habite depuis les révélations de la nuit précédente. Nous y allons ensemble, dit-elle simplement. Le trajet vers le palais de justice s'effectue sous haute surveillance, le véhicule blindé encadré par 2 voitures d'escorte discrètes mais vigilantes. La route qui descend vers le centre-ville longe sur une partie de son parcours, les hauteurs surplombant le Doubs à quelques centaines de mètres seulement du pont, où 6 ans plus tôt la vie d'Antoine avait basculé pour la première fois. C'est alors que Louis, qui a insisté pour accompagner le convoi malgré les protestations d'Antoine, aperçoit depuis la voiture de Marc, roulant juste derrière, un détail qui le glace instantanément, une camionnette grise immobilisée, sur le bas-côté juste avant le virage dangereux,
surplombant la vallée dont le conducteur semble surveiller attentivement l'approche du convoi. Marc, dit-il d'une voix pressante, cette camionnette-là, bah. Je l'ai déjà vue, c'était la même ou presque garée près du garage la nuit dernière. Marc n'a pas le temps de répondre. Au moment précis où le véhicule d'Antoine s'engage dans le virage, un bruit métallique violent résonne, un pneu qui explose, probablement crevé délibérément par un dispositif dissimulé sur la chaussée quelques instants plus tôt. Le chauffeur, malgré tout son professionnalisme, peine à maintenir le contrôle du véhicule qui dérape dangereusement vers la barrière de sécurité surplombant la falaise. Antoine hurle oui depuis la voiture de Marc tandis que celle-ci freine brutalement pour éviter la collision. Dans une fraction de seconde qui semble s'étirer indéfiniment, Louis, sans réfléchir, ouvre la portière, avant même l'arrêt complet du véhicule, et se précipite vers la voiture d'Antoine, qui vient de heurter la barrière d'un fracas assourdissant. Élise, sous le choc de l'impact, tente désespérément d'ouvrir sa portière coincée par la déformation de la carrosserie. C'est Louis qui l'atteint le premier, arrachant littéralement la portière de ses mains tremblantes, la tirant hors du véhicule, à l'instant précis, où un second choc, la camionnette grise lancée à pleine vitesse percutant, délibérément l'arrière du véhicule immobilisé, vient s'écraser contre la structure déjà fragilisée. Louis, dans un ultime geste, se jette entre l'impact et le corps d'Élise, absorbant de son propre corps la violence du choc secondaire, qui aurait sans son intervention probablement été fatal pour la jeune femme encore prisonnière de sa ceinture. Un silence assourdissant suit l'accident, seulement rompu par le sifflement du métal tordu et les cris affolés des équipes de sécurité se précipitant vers les lieux du drame. Louis hurle, Antoine extirpé péniblement de son propre véhicule par les hommes de Marc, découvrant avec horreur le corps immobile de son ami étendu sur le bitume, une large blessure ensanglantant son flanc. Élise, choquée mais indemne, se précipite à genoux auprès de Louis, pressant désespérément ses mains contre la blessure pour tenter d'en ralentir l'hémorragie. « Reste avec nous, Louis, je t'en supplie, reste avec nous », murmure-t-elle, la voix brisée par les sanglots, tandis que les secours alertés en urgence arrivent en quelques minutes à peine grâce à la présence anticipée, l'escorte de sécurité. Louis, le visage pâle, les yeux vitreux mais encore conscient, tourne péniblement la tête vers Antoine, qui s'est approché malgré sa propre douleur, ses jambes, une fois de plus meurtries par le choc de l'accident. « Il y a 6 ans, murmure Louis d'une voix à peine audible, je n'ai pas eu le courage de te sauver de la vérité. Aujourd'hui au moins j'aurais eu le courage de te sauver toi pour de vrai. Ne parle pas Louis, économise tes forces, supplie Antoine, la voix brisée par une émotion qu'il ne cherche plus à contenir. Dis à Élise. Murmure encore Louis alors que les ambulanciers commencent à le soulever avec précaution sur le brancard. Dis-lui qu'elle avait raison. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Il perd connaissance à cet instant tandis que l'ambulance s'éloigne à vive allure vers l'hôpital, sirène hurlante, laissant derrière elle un Antoine effondré, le corps secoué de sanglots silencieux qu'il ne parvient plus, cette fois, à retenir. Simultanément, à quelques kilomètres de là, dans une villa isolée en périphérie de Besançon, une escouade de police alertée en urgence par Marc, dès les premières secondes de l'accident, fait irruption dans la demeure de Bertrand Lefebvre, le surprenant en train de rassembler précipitamment quelques documents et une valise, visiblement prêt à fuir le pays. Bertrand Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, complicité de sabotage et corruption de témoin, annonce l'officier de police en lui passant les menottes, tandis que Bertrand, le visage décomposé par la rage et l'humiliation, se débat faiblement. Vous ne comprenez rien, siffle-t-il entre ses dents. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour préserver ce qui me revenait de droit. Antoine n'a jamais mérité cette fortune. Un enfant des rues élevé par un simple horloger qui usurpe l'héritage d'une famille entière. Vous pourrez expliquer tout cela au juge. Monsieur coupe froidement l'officier en l'escortant vers le véhicule de police sous le regard glacial de Marc, arrivé sur place pour assister personnellement à l'arrestation. Quelques heures plus tard, dans le couloir aseptisé de l'hôpital Jean Minjos, Antoine, assis dans son fauteuil, les mains encore tremblantes, attend avec Élise les nouvelles de l'état de Louis, plongé en salle d'opération depuis, maintenant, plus de 3 heures. C'est ma faute, murmure Antoine, le regard vide fixé sur la porte close du bloc opératoire. Si je n'avais pas insisté pour me rendre à cette audition aujourd'hui. Non, Antoine coupe fermement Élise, s'agenouillant devant son fauteuil, pour capter son regard. Ce n'est la faute de personne sinon celle d'un homme qui a choisi depuis des années la cruauté plutôt que l'humanité. Louis a fait un choix ce matin, un choix de courage absolu, précisément pour racheter des années de silence, dont il portait le poids bien plus lourdement que nous ne l'imaginions. Un long silence s'installe, seulement rompu par le bourdonnement discret des appareils médicaux dans les couloirs voisins.
Puis enfin après ce qui semble une éternité la porte du bloc opératoire, s'ouvre laissant apparaître un chirurgien, encore vêtu de sa tenue verte le masque abaissé, le visage marqué par la fatigue mais empreint d'un soulagement visible. « Monsieur Lefebvre, dit-il en s'approchant, votre ami a survécu à l'opération. La blessure était sérieuse mais nous avons pu stopper l'hémorragie à temps. Son état reste critique pour les prochaines heures mais s'il tient bon cette nuit ses chances de rétablissement complet sont bonnes. » Antoine ferme les yeux, une vague de soulagement si intense qu'elle en devient presque douloureuse le traversant tout entier. Élise à ses côtés laisse enfin échapper les larmes qu'elle retenait depuis des heures, posant sa tête contre l'épaule de son mari, tandis que dans le couloir silencieux de l'hôpital, un mince rayon de lumière semble pour la première fois depuis le début de ce long et douloureux chapitre, percer enfin à travers les ténèbres accumulées. 3 jours plus tard, Louis reprend enfin pleinement conscience dans sa chambre d'hôpital, le regard encore trouble mais résolument tourné vers Antoine et Élise, restés à son chevet presque sans interruption depuis l'accident. « Vous êtes toujours là » murmure-t-il d'une voix faible, un pâle sourire, éclairant son visage encore marqué par la fatigue. « Nous ne t'aurions abandonné pour rien au monde » répond Élise en pressant doucement sa main. Antoine silencieux observe longuement son ami, une gratitude si profonde qu'aucun mot ne semble suffisant pour l'exprimer véritablement. « Bertrand est en détention provisoire » annonce-t-il enfin. Les charges retenues contre lui sont accablantes: tentative d'homicide, sabotage, corruption. Le procès s'annonce long mais Maître Delcroix est confiant. Cette fois la justice suivra son cours jusqu'au bout. Et Manon, demande Louis faiblement. Elle a accepté de coopérer entièrement avec l'enquête, répond Antoine après un silence. Il semblerait qu'elle ait réellement ignoré pendant longtemps la véritable nature des intentions de son père. Elle devra néanmoins répondre du vol de propriété intellectuelle devant un tribunal civil. Quant à Philippe et Sylvie Girard, leur entreprise a été rachetée dans des conditions qui préservent l'emploi de chacun de leurs salariés mais eux-mêmes n'en dirigeront plus jamais un seul jour. Louis ferme les yeux un instant, laissant cette nouvelle s'installer lentement en lui. « Alors c'est terminé » murmure-t-il enfin. « Grâce à toi » répond Antoine, la voix soudain tremblante d'une émotion qu'il ne cherche plus à retenir. « 2 fois Louis. 2 fois tu as risqué ta vie pour la mienne, une fois par ton silence forcé, qui t'a rongé pendant si longues années, et une fois il y a 3 jours par un geste de courage absolu que je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir eu. » « Tu n'as rien à me remercier Antoine » répond Louis avec un sourire fatigué. « C'est moi qui te dois tout depuis le jour où tu m'as pardonné un mensonge que je n'aurais jamais dû te faire porter aussi longtemps. » Quelques semaines plus tard, alors que la neige commence timidement à fondre sur les toits de Besançon, et que les premiers signes du printemps se laissent deviner dans l'air encore frais, une petite cérémonie discrète se tient dans le jardin du château Lefebvre où Yvonne Lefebvre a tenu à réunir une dernière fois tous ceux qui ont traversé à des degrés divers les épreuves des derniers mois. C'est dans ce cadre paisible qu'Antoine, entouré d'Élise, de Louis désormais complètement rétabli, de Marc et de sa grand-mère, prend enfin la parole devant le petit groupe rassemblé. « Le docteur Lemoine m'a annoncé il y a quelques jours une nouvelle que j'ai longtemps refusé d'entendre » commence-t-il, la voix empreinte d'une émotion nouvelle. « Il existe une intervention chirurgicale susceptible de restaurer partiellement la mobilité de mes jambes. Une intervention que j'aurais pu envisager depuis plusieurs années déjà. » Élise, surprise, se tourne vers lui. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Antoine baisse un instant les yeux avant de répondre, avec une sincérité désarmante. « Parce que pendant longtemps une part de moi s'estimait indigne de guérir complètement. Le mécanicien qui connaissait la vérité sur mon accident a dû fuir son propre pays à cause de moi. » Louis a porté pendant 6 ans le poids d'un silence qui l'a presque détruit. Comment aurais-je pu moi chercher à retrouver une vie pleine et entière quand tant de souffrances avaient été semées autour de mon propre malheur? Il se tourne vers Élise, prenant délicatement ses mains dans les siennes. « Mais tu m'as appris ces derniers mois une vérité que j'avais fini par oublier, qu'un mécanisme brisé n'est jamais définitivement perdu, qu'il suffit simplement de trouver la main patiente et aimante capable de le remettre en mouvement. J'ai décidé, Élise, d'accepter cette opération. » Des larmes silencieuses envahissent les yeux d'Élise tandis qu'elle serre plus fort encore les mains de son mari. Quelques mois plus tard, dans les jardins du même château, sous un soleil radieux de fin de printemps, une petite foule s'est rassemblée autour d'un homme, qui s'avance lentement avec l'aide de 2 cannes, mais sur ses propres jambes pour la première fois depuis si longues années. Chaque pas semble lui coûter un effort immense, chaque mouvement porte encore les traces d'une rééducation longue et douloureuse, mais Antoine avance, le regard rivé sur Élise qui l'attend à quelques mètres, les larmes ruisselant librement sur son visage, transformé par une joie sans mesure.
Lorsqu'il parvient enfin jusqu'à elle, elle le serre dans ses bras avec une force qui semble vouloir rattraper en un seul instant toutes les années de souffrance silencieuse qu'il a portées seul avant qu'elle n'entre dans sa vie. Tu as tenu ta promesse, murmure-t-elle contre son épaule. C'est toi qui l'as tenue, Élise, répond-il, la voix brisée par l'émotion. Tu m'as appris que le temps à lui seul ne guérit jamais vraiment les blessures les plus profondes. C'est l'amour patient et sincère qui possède réellement ce pouvoir. Ce soir-là, dans l'atelier qu'Antoine a fait aménager au rez-de-chaussée de leur nouvelle maison plus spacieuse mais toujours empreinte de la même modestie qui les caractérise tous deux, ils terminent à la lueur d'une lampe d'établi, la pièce la plus délicate d'une montre de poche qu'il façonne depuis plusieurs semaines. Sur le boîtier, il grave lui-même d'une main patiente une inscription simple, à celle qui a réparé mon temps. Il la présente à Élise sous le nom qu'il vient officiellement de donner à ce modèle appelé à devenir la pièce emblématique de la nouvelle collection de la manufacture Lefebvre, Élise. Chaque personne qui portera cette montre à son poignet, dit-il doucement en la lui tendant, connaîtra un jour sans même le savoir être l'histoire d'une femme qui a appris à un homme brisé que certaines blessures, aussi profondes soient-elles, peuvent véritablement guérir à condition de trouver enfin quelqu'un prêt à les porter à ses côtés. Chers amis, cette histoire touche à présent à sa fin, mais la leçon qu'elle nous laisse, elle mérite de rester longtemps gravée en nous. Elle nous rappelle qu'il ne faut jamais juger la valeur d'un être humain à son apparence, à sa fortune ou à sa position sociale, car la véritable richesse d'un cœur ne se mesure jamais à ce qu'il possède mais à ce qu'il est prêt à donner sans rien attendre en retour. Elle nous enseigne aussi que la loyauté véritable comme celle de Louis demande parfois un courage immense, le courage d'avouer ses propres erreurs, de porter ses propres fautes pour finalement en être libéré par la vérité, elle-même. Et surtout, cette histoire nous montre qu'aucune blessure de l'âme, aussi ancienne et douloureuse soit-elle, n'est condamnée à rester ouverte pour toujours, à condition qu'un jour quelqu'un accepte de s'approcher patiemment sans jugement avec la seule intention sincère d'aimer et de protéger. Et vous, chers spectateurs, quelles leçons retenez-vous de cette histoire d'Antoine et d'Élise Y ? A-t-il dans votre propre vie une blessure que vous portez encore en silence, ou peut être une personne dont la loyauté véritable ne s'est révélée qu'au moment où vous en aviez le plus besoin? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos propres expériences, juste en dessous de cette vidéo. Dans les commentaires, votre témoignage pourrait, qui sait, toucher et inspirer quelqu'un d'autre qui traverse en ce moment même une épreuve semblable. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec vos proches, de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et rendez-vous très bientôt dans une toute nouvelle histoire. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite.